Bon, alors on m'a demandé, dans des termes quand même relativement vagues, de faire une espèce d'exposé sur la modification du climat de la société, particulièrement des femmes, après la libération, après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, comme je suis un ancien prof, je fais ça évidemment en faisant un petit plan que j'ai conçu de la manière suivante. Très rapidement, quelle était la société d'avant 1939. Deuxièmement, en m'étendant beaucoup plus longuement sur le rôle des femmes pendant la résistance. Et puis, troisièmement, dans une troisième partie que vous connaissez bien puisque vous la vivez, vos parents l'ont vécue aussi, la vivent encore bien sûr maintenant, comment la société s'est transformée encore une fois après la fin de cette guerre. Alors, si on commence entre les deux guerres, vous savez que entre l'armistice de 1918 et le début de la Deuxième Guerre mondiale, il y a 22 ans. C'est dire que on est né, moi je suis né avant la guerre, j'ai 90 ans, figurez-vous, même 7 mois de plus. Je suis né en 1912. Et mon père était un des combattants de la Première Guerre mondiale. Ma génération a donc grandi, vécu, étudié, commencé sa vie professionnelle entre les deux guerres. Et comment était la société? C'était encore une société très traditionnelle. Pour vous qui êtes des étudiantes et des étudiants d'histoire, vous savez bien ça, puisque le 19e siècle est probablement votre programme, société très traditionnelle, avec la division très nette entre les campagnes et la ville, et la division très nette entre les classes sociales. Et bien entendu, dans cette société traditionnelle, les femmes vivaient encore selon un mode traditionnel. Il y a une première chose qu'il faut que je vous dise, c'est qu'en France, ce n'est pas les problèmes politiques, les problèmes civiques qui ont tellement intéressé les femmes. Moi, jeune étudiante, mes profs et les femmes d'une société déjà cultivée en ville, en Sorbonne, j'étais en Sorbonne à ce moment-là. Ce qui a intéressé les femmes à ce moment-là, c'est pas comme en Angleterre les suffragettes, qui ont obtenu même avant 1914, avant la Première Guerre mondiale, le droit d'être électrices et éligibles. C'était les problèmes syndicaux, des problèmes de société déjà, parce que les femmes, pendant la Première Guerre mondiale, avaient remplacé les hommes dans les usines, avaient acquis déjà une certaine notoriété dans le travail, et la paix est revenue. Elles ont continué, beaucoup ont continué d'abord de guerre, etc., puis le développement de la société, la crise de 1929, elles ont tenu leur place dans les syndicats. C'est là qu'on les voit les premières, avant la guerre, dans les syndicats en train de se battre, pas seulement pour les salaires, mais pour les conditions de travail, pour les conditions de logement et pour la protection de l'enfance. C'était à peu près comme ça que ça se passait. Bon, ceci étant dit, rapidement, elles ont quand même été sensibilisées aux problèmes de l'Europe déjà, parce que dès 1922, déjà même avant, tout de suite après la fin de la guerre, on a vu arriver dans certaines régions de France, dans le nord par exemple, une première immigration économique, qui était l'immigration polonaise, avec des gens auxquels il fallait s'habituer, qui venaient d'un autre pays, qui avaient à peu près la même religion catholique que l'ensemble des gens d'ici, mais qui avaient d'autres modes de vie, qui avaient une autre culture, et qui étaient au boulot de la même manière que les Français. Et puis sont arrivés ensuite les Italiens. Les Italiens, alors eux, c'était aussi un peu une immigration économique, mais c'était lié à une immigration politique. Si bien que pour une certaine société, ces Italiens qui arrivaient, en dehors de ceux qui venaient pour trouver du travail, il y avait des journalistes, il y avait des enseignants, il y avait des libraires. L'un d'eux célèbre s'appelait Trentini, il est devenu la grande librairie Trentin de Toulouse, parce qu'on a commencé à ce moment-là déjà à voir ce que c'était qu'une émigration qui était forcée et qui ne donnait pas obligatoirement un travail dès qu'on arrivait, mais qui était déjà liée à une idée de solidarité. Et puis sont arrivés ensuite les Allemands, antifascistes ou d'origine juive, et puis un certain nombre de ces pays d'Europe centrale que l'Allemagne nazie avait annexé. Et finalement, c'est l'Espagne. Alors on est là
les femmes voient bien qu'il y a une société qui est différente. Il y a le fascisme en Italie, le nazisme en Allemagne, et puis le Franco en Espagne. Et c'est dans cette atmosphère où les luttes antifascistes commencent à se développer, parce que la France est soumise évidemment à une active propagande de la part des pays qui nous entourent, comme une espèce de tenaille. Les femmes commencent à se rendre compte qu'il y a des gens qui sont malheureux à cause de leurs idées, et pas simplement à cause du chômage. Et c'est dans cet état d'esprit qu'arrive la Deuxième Guerre mondiale. Je ne fais pas l'injure de vous rappeler que c'est le 3 septembre 1939 que la France et l'Angleterre ont déclaré la guerre à l'Allemagne nazie parce qu'elle avait rompu le pacte signé un peu brutalement à Munich et qui devait maintenir l'intégrité de la Pologne. Quand une guerre éclate dans un pays démocratique, il se passe immédiatement un phénomène, les hommes sont mobilisés, c'est une obligation. Les hommes sont mobilisés, qui dans des casernes, qui dans des ports, qui dans des terrains d'aviation, qui dans des usines spécialisées ou dans des endroits dont la production industrielle dépend, tels que les mines du Nord par exemple, tels que le travail du fer dans la Lorraine et dans le Nord. Qu'est-ce qui va se passer? C'est le premier aspect d'une société disloquée encore beaucoup plus qu'en 1914-18, parce que cette mobilisation obligatoire, il faut y aller, elle va se faire dans un contexte social différent où les femmes ont déjà pris une certaine place dans la société avec des gains surtout, elles n'ont pas encore le salaire égal, elles ont encore les gens des villes, les classes sociales aisées des villes vont chercher leur petite bonne en Bretagne ou dans le Massif central, et il y a des gains quand même dans le monde intellectuel. On peut devenir médecin, on peut devenir avocat, on peut devenir professeur. Il y a quelques choses qui commencent à être acquises. Mais cette mobilisation va faire comme dans tous les pays démocratiques où les hommes partent. Bien entendu, ce n'est pas ceux qui ont 15 ans ni ceux qui en ont 60 qui partent. Ce sont les jeunes, c'est ceux qui ont entre 40 et entre 20 et 40 ans, 21 et 40, 45 ans maximum. C'est-à-dire des forces vives de la France. Certains qui ont le même âge restent donc sur les lieux de production indispensables à la guerre. Puis les autres partent. Quand ces hommes partent, la société commence à être disloquée parce que les femmes doivent les remplacer. Moi, j'ai un exemple personnel qui est le mien. J'étais déjà professeur à ce moment-là d'histoire, et bien dans un lycée de filles, puisque le lycée de filles et le lycée de garçons étaient séparés, on me nomme à Vannes, Morbihan, dans un lycée de garçons où jamais était entré un professeur femme, parce que l'un des professeurs était mobilisé. Je vais donc enseigner là. De la même manière, on va voir certaines femmes qui ont leur diplôme de médecin avoir accès, recevoir une clientèle plus importante. Dans l'épicerie, à tous les niveaux, les femmes doivent remplacer l'homme mobilisé. Sur le domaine économique, c'est net. C'est net et elles vont être pas mobilisées, c'est pas obligatoire, mais c'est une factrice au lieu d'un facteur, c'est des employés avec 2 E au lieu d'être des employés avec un seul E à la fin dans les ministères, dans les services publics, dans les administrations. Et puis, elles vont devenir chefs de famille. Alors que la société d'avant 1919 donnait tous les droits, il y avait encore le code Napoléon, et les femmes étaient donc liées, à partir du moment où elles se mariaient, c'était d'ailleurs l'ambition des femmes, 1, trouver un mari, 2, avoir des enfants. À partir de ce moment-là, on était considérés dans la société. Et ça va être leur rôle. Un emploi obligatoire pour remplacer les hommes et devenir chef de famille, ce qui n'est pas évident quand on n'a pas eu l'autorité parentale à ce moment-là. Mais ce qu'il y a d'assez curieux, c'est qu'elles vont très rapidement être concernées plus que pendant la Première Guerre mondiale. Je dis plus encore que je suis dans le Nord et que le Nord a connu l'occupation de l'Allemagne impériale en 1917-1918. Mais tout de même, cette guerre, elle se développe, on considère tranquillement. Mais pensez quand même qu'entre septembre 1939 et début juillet, fin juin, début juillet 40,
il y a eu 100 000 tués dans l'armée française. C'est quand même un chiffre. Ensuite, il y a les prisonniers. Ensuite, il y a l'invasion. Et l'invasion entraîne donc dans la société quelque chose de différent. Voilà que cette société qui est déjà différente de celle en temps de paix va se trouver encore beaucoup plus malmenée parce que, à cause de cette invasion qu'on a connue dans le Nord, à cause des brutalités qui ont eu lieu et qui ont été agrandies en plus, et puis qui sont devenues une espèce de saga à travers les 20 années qui précèdent cette Deuxième Guerre mondiale, à cause de ça, ça va être l'exode. Les femmes vont quitter. Qu'est-ce qui quitte leur domicile? Ben, les femmes de mobiliser, elles emmènent la belle-mère, elles emmènent le beau-père, elles emmènent les parents, et puis les gosses, elles se trouvent chefs de famille. Elles sont donc dans cette tranche de vie entre 20, 21, 40, 45 ans, elles ont avec elles des enfants. Elles partent, la femme de ménage, elle part par le même train que l'épouse du notaire, ou que l'épouse du médecin, ou qu'une secrétaire de la préfecture. Elle se trouve déjà liée par quelque chose qui dépasse la conscience de classe. Elles sont ensemble des vagabondes qui s'en vont parce qu'il faut fuir, et qui fuient avec un tout petit bagage, bien entendu. Elles emportent avec elles un petit sac, les gosses, un change, comme on disait, un change que vous n'imaginez pas, les jeunes, parce que c'était différent, celle qui avait un bébé sur les bras, il n'y avait pas de sac en plastique à ce moment-là, il n'y avait pas de couche jetable qu'on allait chercher dans les grandes surfaces, il n'y a pas de grandes surfaces d'ailleurs. Il y avait le matériel qu'il fallait laver, qu'il fallait repasser, et qui servait à emmailloter le bébé, à le laisser propre. Il n'y avait pas non plus de biberon tout fait, il n'y avait pas de lait en poudre. Vous voyez, toute une vie différente où qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, on est soumis aux mêmes contraintes. On devient des vagabonds. Les femmes vont fuir le plus loin possible, elles vont dépasser la Seine, et puis elles vont dépasser la Loire ensuite. Il y a très peu de femmes en voiture. Il y a des paysannes qui vont partir avec un cheval et puis une voiture, mais l'essentiel, c'est celles qui voyagent en train et qui arrivent sur les quais de gare. Elles ont faim, les gosses crient, il n'y a rien à manger, il n'y a rien à boire. La Croix-Rouge a installé des tréteaux, et là-dessus, il y a les grandes marmites de soupe, il y a aussi les marmites de lait, il y a aussi quelques cotons, quelque chose pour essayer de rendre un petit peu plus propre les bébés. Et femmes de notaire, femmes de ménage, elles sont des mendiantes. Elles ont le même bol pour boire la soupe qu'on va leur donner, et le soir, où vont-elles coucher? Et bien, le soir, les matelas vont être installés dans les salles municipales. Quelquefois, c'est un internat qui va servir. Quelquefois, elles sont reçues par d'autres femmes qui comprennent à ce moment-là quelle est la misère de celles qui partent. Et quelles c'est celles qui comprennent? C'est celles qui sont à la campagne, au sud de la Seine, au sud de la Loire même, et qui vont recueillir chez elles une partie de ces vagabondes et de ces mendiantes. Mais dans leur vie en commun, elles ne savent pas ce qui se passe. Elles sont sur les routes, elles sont sur les quais de gare, elles sont hébergées en groupe. Comment sauraient-elles ce qui se passe? Ça, c'est un des mots-clés de la résistance. Il n'y a pas d'information. Quand on n'a pas d'information, quand on ne sait pas ce qui se passe, on est aveugle, et on est manchot, on est même si j'ose dire, on ne peut pas marcher, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on va devenir. Pas d'information, une seule radio qui commence à fonctionner sous les ordres de l'envahisseur, qui a quelques relais en province, où il n'y a pas de transistor, il n'y a pas de radio libre. Tous les journaux d'opposition sont supprimés, et les journaux qui sont contre le nazisme et contre l'occupant, souvent se sont sabordés. Donc on ne sait rien, on ne sait pas ce qui se passe. Quelques-uns, quelques-unes vont avoir la chance d'écouter dans un préau d'école ou dans une salle de mairie un bulletin d'information qui sera transmis en français par la radio anglaise. Mais c'est tout, on n'en sait pas plus. Si bien, voyez-vous, entre toutes ces femmes, il y aura un sentiment commun. Ce sentiment commun, ça sera la haine de l'envahisseur. On était là, on commençait à plus dire les Boches, on commençait à dire les Allemands, on commençait parce qu'une nouvelle génération avait grandi, avait appris la langue, et puis voilà que de nouveau, c'est la même langue qui s'impose, beaucoup plus brutalement encore, et qui dépasse ces villes du Nord,
qui ont été soumises à l'occupant pour arriver sur la Picardie, la Normandie, à Paris même, avec une morgue extraordinaire. Moi, je me rappelle un des souvenirs qui m'a le plus frappé à ce moment-là. J'étais professeur d'institut de garçons, j'avais mon amphi d'histoire avec des garçons internes, parce que les familles pensaient que la Bretagne ne serait jamais touchée. Donc, j'avais là un certain nombre de gars internes qui passaient, qu'on était en terminale, c'était les grands garçons que les familles de Paris, du Nord, de l'Est avaient mis dans ce lycée Jules Simon à Vannes. Et un jour, pendant le cours, je me rappelle toujours, c'était un cours très difficile parce que dans ce temps-là, on dessinait les cartes au tableau. C'était le Japon. Alors vous voyez, c'est pas commode, hein? Et puis on entend un grand bruit dans la cour. Évidemment, on se précipite aux fenêtres pour regarder ce qui se passait en bas. C'était pas fait comme ici. Ça fait un peu prison quand même, les amphitheâtres modernes. Ben oui, vous ne pouvez pas voir ce qui se passe dehors. Nous, on voyait bien, il y avait des fenêtres qui permettaient de regarder. Et qu'est-ce qu'on voit entrer? Des automitrailleuses, des autoblindés, d'autres autos, des sidecars. Et sortir de ces autos, les ordonnances qui ouvrent la portière à des officiers qui se tiennent droit comme un nez, et qui s'installent dans cette cour de lycée. Et là, moi, je me rappelle, mon premier sentiment, ça n'a pas été la haine, ça a été une espèce d'incompréhension et de refus. Comment, dans un lieu de culture, dans un lieu où on apprend aux gens ce que c'est que l'évolution d'une société, ce que c'est que la paix qui est due à tous, et l'enseignement et la culture qui est due à tous, voilà qu'arrivent là-dedans des gens qui sont des soldats et qui sont des militaires et qui méprisent. Alors vous voyez, on rejoint, quel que soit son milieu, on se rejoint les unes ou les autres, vagabondes, mendiantes, encore professeurs, encore factrices, parce qu'on ne sait pas où est le mari, encore femmes de pêcheurs, on se rejoint dans l'espèce de stupéfaction et de haine de celui qui vous a mis dans une situation. Alors Hitler, et on recommence à traiter l'ennemi de nazi, de Bosch, on sort tous les mots de son vocabulaire. Mais on veut aussi, alors, à mesure qu'on avance, une espèce de solidarité ne va pas tenir compte du tout des mélanges sociaux. Il y a des gosses qu'il faut laver, il y a du linge qu'il faut laver, il y a des femmes qui se reposent, il y a des vieilles et des vieux à qui il faut accorder une tasse de café bien chaude, il y a la cafetière sur le coin du feu. On commence à pratiquer inconsciemment, pas tout à fait un hébergement obligatoire, c'est un émergement, mais qui va de soi. Il faut assurer cette solidarité vers les femmes qui sont toutes au même point. Et puis la guerre, il y a les tués, il y a les blessés, il y a cette invasion dont je viens de vous parler, et en écoutant avec ces postes de radio qu'on appelait la TSF, quelques informations, on avait bricolé pour cet homme nouveau, ce sauveur qu'on attend. Ce sauveur, voilà qu'il est là, c'est le maréchal Pétain, le vainqueur de Verdun. Actuellement, pour vous, ça ne veut plus rien dire, parce que heureusement, c'est loin tout ça. Ça fait 85, 86 ans. Mais c'est un homme, moi j'avais toujours entendu mon père, et vos grands-pères ou vos arrière-grands-pères, on dit aussi le vieux en parlant de lui, parce qu'il avait déjà des cheveux blancs quand il était le vainqueur de Verdun, et c'était considéré comme quelqu'un qui devait venir à bout de cette occupation et rétablir en France. On saura où sont les hommes prisonniers, on saura où a été enterré à la va-vite le fils, le frère ou le mari, on saura quel est le sous-marin qui a coulé, enfin on saura un certain nombre de choses. Alors on essaie d'écouter d'abord cette radio de Vichy comme on disait, et voilà que le maréchal Pétain parle, le sauveur qu'on attend, et à toutes ces femmes dont je répète qu'elles sont des vagabondes et des mendiantes, quelle que soit leur origine sociale, à toutes ces femmes va être lancé le même message. La guerre est finie. La guerre est finie. Et on va retrouver la paix. Je demande la paix, on ne peut plus continuer, je demande l'armistice aux vainqueurs, et il ajoute pour finir, chacun reprendra ensuite sa place au travail et au foyer. Alors, un deuxième sentiment va naître. C'est un sentiment de reconnaissance vis-à-vis de ce deuxième homme
qui, en face de l'envahisseur, a réglé les problèmes, ça sera la paix, les prisonniers vont venir, on saura ce qui se passe et on va se réinstaller dans une société normale. Ça, c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on attend, mais bon, il y en a quelques-uns qui ont entendu le lendemain, le 18 juin, ce qu'on a appelé l'appel de Londres, l'appel du général de Gaulle, personne ne sait qui fait. Il y a quand même un journal français, le Dauphiné, en Isère, qui a publié le texte d'appel du général de Gaulle et son discours. C'était la première fois qu'il parlait à la radio de Londres, Churchill l'avait invité. Et qu'est-ce qu'il dit lui? Lui qui est envoyé, pour faire les liens, le lien il était déjà envoyé avant que Pétain arrive, le lien entre les deux états-majors français et anglais. Voilà que ce général de Gaulle, au lieu d'annoncer aux Anglais que la France retirait ses billes et que pour elle la guerre était finie, voilà qu'il dit la guerre n'est pas finie. La France et l'Angleterre ont à elles deux la flotte la plus importante du monde, l'empire colonial le plus grand, dont la guerre n'est pas finie et il faut la continuer. La France, l'armée française est prisonnière, alors je propose qu'une nouvelle armée naisse, des forces françaises libres. On aura une France libre. Et comme on est encore dans cette société traditionnelle où c'est les hommes qui font la guerre, et c'est pour ça que les hommes qui font la guerre et qui défendent donc le territoire national ont le droit de le gérer ensuite. Vous savez bien, vous avez appris ça avec la Révolution française. Donc, il va convoquer les hommes. Je demande, voilà un général qui n'ordonne plus comme au temps de la mobilisation, je demande aux hommes en âge de se battre de me rejoindre, de se battre ou de savoir se servir et réparer les instruments de guerre, de me rejoindre. Il est peu entendu ce message. Il se trouve que dans mon lycée, on était, le proviseur et moi, on avait décidé de rester le soir auprès de ces grands garçons. Ils crânaient un peu, mais ils avaient quand même un peu le cafard. Ils ne savaient pas du tout ce qu'était devenu leur famille. Il n'y avait pas le téléphone comme maintenant. Ils entendent ça, puis on leur dit bonsoir, ils vont se coucher. Et le lendemain, j'arrive au lycée, catastrophe, le proviseur me dit, il y en a 9 qui ont fait le mur. Ils sont partis. 9 grands garçons qui avaient 18, 19 ans avaient fait le mur et étaient partis à Lorient, à Douarnenez. Je rejoins des pêcheurs, barques à voile des fois, barques à moteur aussi, et pour rejoindre, alors quelquefois c'était un tonnier, alors ça partait sur Casablanca, sur le Maroc, d'autres fois ils tournaient ouessant et ils se retrouvaient dans la Manche, ils allaient en Angleterre. Deux de ces élèves ont sauté sur des mines dans leur petit bateau, et puis les autres, j'en ai retrouvé plus tard après. Alors vous voyez, c'était encore une guerre d'hommes. Déjà, il y avait pourtant eu ce mélange social dont je vous parlais, mais la résistance va de nouveau faire une autre société. Pourquoi une autre société? Parce que dès le départ, même si c'est le vainqueur, même s'il y a encore ce prestige extraordinaire du maréchal Pétain, à ce moment-là, une société officielle, si je peux dire, va naître. C'est la société de la collaboration. Elle a commencé avec le fameux, comment ça s'appelle, l'Assemblée nationale qui donne à Pétain les pleins pouvoirs pour modifier la Constitution. Elle a commencé avec les premières mesures contre les étrangers, contre les juifs, et elle continue ensuite par les accords de Montoire qui établissent la collaboration. Société officielle qui s'organise dans un système de collaboration avec cette Allemagne nazie qui reste présente sur toute une partie de la France. La Beaufort ne peut pas éparpiller ses soldats partout, et le maréchal Pétain inspire la confiance. Une ligne de démarcation va séparer la France en deux. Il y a d'autres morceaux aussi, elle est bien morcelée cette France à ce moment-là, et deux régimes s'installent. Une force officielle, collaboratrice, avec ses classes sociales. Et ces classes sociales, c'est ceux qui sont au service du gouvernement, et puis la masse des gens. Dans cette masse des gens, il y a une majorité féminine, il y a encore 1 800 000 prisonniers de guerre. Et ces femmes, elles retrouvent exactement, pensent-elles, les conditions qu'elles avaient pendant la guerre elle-même. Même l'armistice n'est pas signé. Oui, les conditions, sauf qu'elles sont un peu aggravées. Par exemple, le mari n'est pas là, il est prisonnier depuis longtemps,
les mois vont passer, le compte en banque, les femmes n'ont pas le droit d'avoir un carnet de chèques sans l'autorisation du mari. Et c'est probablement la seule chose que Pétain fait en direction des femmes, c'est qu'il a autorisé les femmes de prisonniers à avoir un carnet de banque pour pouvoir toucher l'argent qui était là et pour pouvoir ensuite recevoir un salaire. Des conditions de vie difficiles parce que la fermière, on va venir comptabiliser ses vaches, ses veaux, ses cochons, le blé qui est déjà ramassé. Le fils est mobilisé ou prisonnier. Comment est-ce qu'elle va faire? Il faut qu'elle, pour la première fois, qu'elle monte sur un tracteur. Il n'y en avait pas encore partout, mais il faut apprendre. Et puis il faut apprendre à faucher, il faut apprendre. Les vendanges vont se faire aussi avec des milieux féminins uniquement. Et puis en ville, elles vont se retrouver elles aussi, malgré les décrets de Pétain qui disent que les femmes doivent de moins en moins être dans la production, elles doivent être d'abord des mères de famille, des bonnes femmes d'intérieur, des mères de famille. Certaines sont bien obligées de travailler. Elles travaillent avec des salaires qui leur sont imposés, dans des conditions très difficiles, mais elles s'aperçoivent petit à petit qu'elles sont dans une sorte d'esclavage. Pourquoi? Parce qu'à côté du travail professionnel qu'elles vont faire, va s'ajouter leurs soucis familiaux, les soucis économiques, parce que l'Allemagne est en train de rationner et de prendre toutes les ressources économiques et surtout les ressources alimentaires, si bien que la pauvreté, l'indigence de l'alimentation oblige à des rationnements qui met les femmes en position en plus de s'occuper des problèmes de ravitaillement. On ne peut pas envoyer un gosse à l'épicerie, il faut aller voir s'il y a la queue, si un certain ticket est sorti ce jour-là. Enfin, c'est des choses qu'on vous a sans doute racontées, que vous connaissez. Et ces femmes vont de nouveau être dans un climat où elles vont être les mêmes qui se retrouveront à la Croix-Rouge pour faire un colis pour les prisonniers de guerre, et les mêmes qui vont considérer, tiens, c'est curieux, le voisin, il n'est plus là. Ah ben oui, c'était un responsable syndical, la police l'a arrêté. La police de Vichy l'a arrêté. Un autre, tiens, tel professeur, on ne le voit plus au lycée. Ah ben oui, il a été arrêté parce qu'il est d'origine étrangère, naturalisé il y a peu de temps, d'origine étrangère. Il faut avoir 2 parents nés en France pour pouvoir continuer d'enseigner. Dans un autre endroit, tiens, il y a la femme qui était derrière le guichet des postes, elle n'est plus là, voilà, une fonctionnaire en moins. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Ah, mais vous ne savez pas qu'elle s'appelait Madame Meyer et que la fonction publique est interdite aux Juifs? Moi, j'ai vu dans le lycée où j'enseignais à Lyon, ensuite, lycée de filles, bien entendu, on avait retrouvé les vieilles traditions, les filles chez les filles, les garçons chez les garçons. La directrice, qui s'appelait Madame Brunswick, rentre un jour, pendant cette grande récréation de la mi-journée où les professeurs se retrouvent dans la salle des profs, et où elle dit, mesdames, je viens vous faire mes adieux. Ah bon, et pourquoi, madame? Eh bien, parce que je m'en vais. Pourquoi? Je suis révoquée. Et pourquoi vous êtes révoquée? Parce que l'État a interdit la fonction publique aux Juifs. Et la directrice s'en va. Nous, femmes, dans cette salle de profs, il y a un mot qui nous vient à l'esprit tout de suite. C'est pas juste. Elle est agrégée de physique, cette femme-là. Elle fait bien son boulot. C'est pas juste. Et on est en train de se dire, c'est pas juste entre nous, professionnellement, du même milieu, entre la femme de service qui vient vider la corbeille à papier, peut-être faire son boulot de femme de service, et qui voit qu'on faisait des drôles de tête. Classe sociale très différente quand même, elle dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? La directrice s'en va. Et pourquoi? Elle est révoquée. Pourquoi? Parce qu'elle est d'origine juive. Et cette femme va sortir en disant, c'est pas juste. Vous voyez comment se reconstitue ce qui avait été un climat de débâcle au moment de l'invasion, un climat où étaient mélangées les classes sociales, va se reconstituer comme ça, d'une classe, des mélanges sociaux dans un milieu professionnel donné. Alors, société officielle, collaboratrice, cette masse de gens qui essaient de s'en sortir, mais qui sont quand même sensibles à l'injustice, qui sont prêts à aider les gens qui sont malheureux. Sans plus, elles savent déjà, donc c'est l'information qui est passée. Et puis dans cette société officielle, eh bien, il y a les parias, il y a les étrangers qu'on va regrouper dans des centres de regroupement, comme on les appelle. Le mot regroupement, concentration, ça sent un peu pareil, et puis les juifs.
juifs étrangers, juifs français, et surtout, on va les déposséder, ces juifs. Il va y avoir un service dans l'administration de Vichy, qui va, c'est Dartier de Pellepoix qui en est le chef, qui va s'occuper de l'administration des biens juifs. C'est-à-dire qu'on ne peut plus être épicier, on ne peut plus être fournisseur d'habits, on ne peut plus être dans une boutique d'électricité, c'est donné à un gérant et le juif rentre chez lui. C'est la société officielle. Mais inconsciemment, va se construire en dessous, de la part au début de certaines personnes qui vont considérer, parce qu'elles sont déjà engagées dans les combats antifascistes et antiracistes d'avant-guerre, va se constituer une autre une société souterraine, une société clandestine, mais qui va se dire légitime. Elle est légitime, cette société, parce qu'elle dit, ça ne peut pas durer comme ça, il faut qu'on rétablisse sa République. Et cette société, elle se rend très bien compte que son premier boulot, c'est de faire passer l'information. Quand on ne sait rien, on ne peut pas juger, on ne peut pas choisir, donc on ne peut pas agir. Et c'est l'information qui va être à l'origine de la résistance. Ce n'est pas les grenades, ce n'est pas les mitraillettes. Et ça vous explique pourquoi les femmes vont être très rapidement, ça mettra du temps à être reconnues parce qu'elles n'ont pas d'uniforme, elles n'appartiennent pas à une unité combattante. Si elles obéissent à quelqu'un dans la résistance, ça ne s'appelle pas un adjudant ou un capitaine. Ce sont des femmes qui sont chez elles, mais qui vont être informées. Pensez aux femmes du Nord, là, comment est-ce que c'est tellement développé dans ce Nord, tout de suite la résistance. Un des premiers journaux clandestins de cette résistance, c'est La Voix du Nord. La Voix du Nord, parce que à ce moment-là, puis d'autres petits journaux clandestins, bien sûr, à ce moment-là, grève des mineurs. Les mineurs ne veulent pas que le charbon parte en Allemagne, ne veulent pas que les industries métallurgistes fournissent à l'ennemi ce qui lui permet, une fois conquis la Pologne, d'envahir l'Union soviétique. Ils ne veulent pas. Oui, mais alors ils ne touchent pas de salaire. Comment est-ce qu'ils vont tenir? Eh bien voilà une mobilisation de femmes qui ne tarde pas. Et qu'est-ce qu'elles font, ces femmes? D'abord, elles s'assurent que tout le monde va avoir quelque chose. Elles partagent le mot dans liberté, égalité, fraternité. On ne dira pas fraternité, on dira solidarité. Et vont se développer dans ce milieu féminin ces femmes qui étaient trieuses quelquefois sur les vous savez, c'était pas un métier drôle ça, parce que arrivaient les chaînes avec les tapis roulants, si on peut l'appeler comme ça, du charbon qui remontait de la mine, et les femmes sortaient les cailloux de là pour avoir un charbon ensuite vendable et utilisable. Ces femmes travaillant ou ne travaillant pas, sur la mine, si elles travaillent, elles sont chômeuses, mais elles vont pratiquer entre elles d'abord cette solidarité. Elles se connaissent entre elles et il faut aider les hommes. Comment est-ce qu'on va les nourrir? Et voilà, ces femmes de mineurs qui deviennent à leur tour des mendiantes. C'est pas pour elles cette fois, c'est pour une cause qui est une cause patriotique. Le patriotisme recommence à jouer, l'idée de solidarité va jouer, on va aller demander une aide à un commerçant, on va aller jusqu'à la campagne voisine si on ne peut pas trouver une douzaine d'œufs pour faire une galette, une guerre, ou enfin un de ces plats nourrissants pour soutenir les hommes. Et les femmes, comme ça, on dira qu'elles ne sont pas les résistants. C'est la première forme de résistance. Elles disent dans les campagnes, autour d'elles, dans le Pas-de-Calais, dans le Nord, même jusque dans la Somme, attention, il faut les nourrir, ces hommes, parce qu'ils font quelque chose de très important. Réaction des paysannes. Et vos gosses, qu'est-ce qu'ils font? Ah ben, ils vont à l'école, envoyez-le nous. Votre gamin, mettez-le chez nous, au moins il sera tranquille pendant que vous ferez tout ce travail. Et de la campagne à la ville, des mineurs à la paysanne, qui s'étaient toujours demandé qu'est-ce que c'était que ces mineurs, ces métallurgistes qu'on appelait des rouges, est-ce que c'est des partageux? Eh bien, c'est dans l'autre sens que le partage va se faire. Le vrai partage, c'est qu'une classe paysanne va aider une classe ouvrière. Mais ça se passe partout comme ça. Très rapidement, dans les milieux du centre de la France, on va accueillir dans les campagnes, et nos Cévennes vont être un lieu de refuge pour un certain nombre. Toutes les fermes des Cévennes vont accueillir des républicains espagnols, vont réunir. Et c'est les femmes qui s'en occupent. Quand un responsable syndical ou politique
est poursuivi par la police française ou pour la police nazie. Où est-ce qu'il va? Qu'est-ce qu'il ne va pas aller dormir sous les ponts? Il serait ramassé tout de suite. Il y a une femme qui ouvre la porte, et vous le savez bien, vous qui êtes encore dans un milieu familial la plupart du temps, il est évident que si la femme disait au mari, qu'est-ce que tu m'amènes là, je ne connais pas celui-là, qu'il aille dormir ailleurs, eh bien il n'y aurait pas d'hébergement et l'autre serait arrêté. Or les femmes, elles ouvrent la porte. Le gamin, il couchera par terre, on va lui donner le lit du garçon. Puis on n'a pas grand-chose à manger, ben, on est 3, on partagera en 4, et puis voilà. Et cet hébergement, cette solidarité, cet accueil immédiat va être une des caractéristiques qui va permettre dans notre société clandestine, qui se vit pour nous qui sommes des intellectuels, pour les journalistes, pour les gens, les militants des partis politiques anti-clandestins d'ailleurs, et qui nous disons légitimes, parce que nous disons c'est nous la République et liberté, égalité, fraternité. Mais pour l'ensemble d'une population féminine, ça va être autre chose. Ça va être cette solidarité. Le mot est né. La justice, l'injustice, ils savent ce que c'est. L'injustice, c'est lié aussi à un autre mot qui est le mot liberté. Il n'y a plus de liberté. Quand on veut écrire à son prisonnier, on va chercher à la mairie une carte, une feuille de papier en longueur, comme ça. On écrit, ça se plie en 3, comme ça. Dessus, il y a écrit Stéphane Duvillier, par exemple, tel stalag si c'est un soldat, tel oflag si c'est un officier. Où c'est ce stalag? J'en sais rien, dit le maire à qui on apporte la lettre à transmettre aux prisonniers. J'en sais rien, mais c'est comme ça qu'on m'a dit de faire, et puis c'est les Allemands qui vont les transmettre. La liberté a disparu. Liberté, fraternité, voilà deux choses déjà qui paraissent absolument invraisemblables pour les femmes. Et notre résistance va se constituer indépendamment de ce climat social dont je vous ai parlé, avec hommes et femmes qui se retrouvent dans un climat d'égalité. Dans la résistance, c'est pareil. Moi, j'ai participé à la création d'un mouvement de résistance qui s'appelait Libération Sud, avec un professeur qui s'appelait Jean Cavaillès, un journaliste qui s'appelait Dastier de la Vigerie. Dans le Nord, je ne me rappelle pas le nom de cette femme, qui était une des dirigeantes FTP, parce que le Nord était très pris dans un climat politique ardent, de liberté quasiment et assez violent d'ailleurs à ce moment-là. Et il y a une femme, il y a 2 hommes, dont vous devez savoir les noms mieux que moi, les uns et les autres, et qui ont participé donc à cette création clandestine de l'information. Notre combat était un combat... Oui, c'est ça. Notre combat a d'abord été un combat d'information, pour qu'on puisse s'en juger. Quand on a ce combat d'information, comment on va faire pour informer, puisque les journaux sont interdits, puisque le papier n'est pas en vente libre? Et bien là, la solidarité va jouer aussi. Les gars qui travaillent dans les imprimeries, il faut bien qu'ils travaillent et qu'ils gagnent leur vie, mais quand la femme va porter la gamelle, il n'y a pas de cantine à ce moment-là, le gars va lui dire, tiens, voilà une trentaine de papiers, tu vas mettre ça dans tel bistrot. Et puis le bistrot, la femme va dire, qui est de l'autre côté du comptoir et qui sert le petit blanc ou le petit café, mauvais café le matin aux gens qui vont travailler, tiens, tu liras ça. Elles vont servir d'intermédiaires. Et pour le moment, on les considère encore comme des gens qui apprennent tout, font un travail normal dans une période où c'est défendu, vous voyez. Elles accueillent, elles aident, et puis la résistance se forme. Alors, automatiquement, elles vont remplir dans cette résistance ce que vous voyez déjà très rapidement évoqué dans cette débâcle où il fallait se rendre service les uns les autres, dans ce début d'occupation où il fallait aider ceux qui étaient déjà engagés dans une résistance active ou qui étaient poursuivis, petit à petit, elles vont se rendre indispensables dans ce qu'elles savent faire. Est-ce que vous imaginez que le mot dactylo n'avait pas de masculin avant la guerre? On disait une dactylo. Assistante sociale, il n'y avait pas d'assistante sociale. Le mouvement combat a été créé, moi j'étais à la libération du mouvement combat, une femme aussi avec Freinet a créé ce mouvement combat, elle s'appelait Bertie Albrecht, elle dirigeait une école d'assistante sociale.
un mouvement qui va ensuite se développer beaucoup, qui va s'appeler Notre-Dame de Castille, va avoir à ce moment-là une femme aussi à sa direction, qui s'appelait Madame Fourcade. Certaines de ces femmes, militantes politiques ou intellectuelles ou journalistes, vont se retrouver à ce moment-là occuper un poste de premier plan. Qui c'est qui fait le journal à combat? C'est une femme, c'est Jacqueline Bernard. Qui est-ce qui crée le mouvement défense de la France? C'est une étudiante, Hélène Vianney. Vous voyez, les femmes commencent à prendre une responsabilité, à se sentir responsables, et à ce moment-là, elles se rendent compte qu'elles font partie d'une société légitime, mais clandestine. Et elles vont, avec les camarades hommes qui sont là, remplir les missions qui sont de leur compétence. Taper à la machine, il y avait un bonhomme qui savait taper à la machine. Maintenant, vous tous, vous êtes rompus au traitement de texte et à tout ça. Ça n'existait pas. Trouver du papier, trouver une gestetner qu'on a pu cacher, c'est-à-dire ces machines à polycopier, il fallait tourner, il fallait avoir l'encre et tout ça. Héberger, laver le linge. Est-ce que vous croyez, là, l'autre jour, je regardais cet affreux film sur Jean Moulin, est-ce que vous croyez que Jean Moulin a souvent lavé sa chemise? Est-ce que vous croyez que Pancas a toujours lavé sa chemise? Non, parce qu'il était dans le maquis, et il y avait des femmes dont c'était le rôle de faire ça. Elle lavait le linge, elle raccommodait les chaussettes, maintenant elle ne se perce plus, mais dans ce temps-là, elle faisait, on n'allait pas au pressing, on n'allait pas faire repasser un pantalon, la tenue extérieure comptait beaucoup aussi. Leur compétence aux femmes va les amener à être des rouages indispensables de la résistance. Il faut se changer de vie. Il faut, depuis Calais, aller jusqu'à Dunkerque. Si c'est un homme qui en accompagne un autre dirigeant, ça se repère plus facilement par les polices allemandes et françaises. Si c'est une femme qui tient notre Roger à nous par le bras, ça passe, c'est un couple. C'est beaucoup plus facile. Moi, j'ai une histoire comme ça de femme. Elle était prof dans mon lycée, celle-ci. Elle est encore vivante, elle est très vieille, elle était prof d'allemand. Mais elle était jeune à ce moment-là. Claire Galtel, elle s'appelle toujours comme ça, non parce qu'elle s'est mariée. Elle s'appelle Arex, oui, mais parce que ça aussi, maintenant, quand on sera rapidement cette troisième partie, elle était dans mon lycée. Moi, j'ai continué d'enseigner pendant la guerre, bien entendu. Je mettais bien entendu mes petits journaux dans les casiers des profs, j'essayais d'expliquer, on était bien assez libre dans la salle des profs, on disait bien ce qu'on se pensait, et celle-ci, Claire, elle était un peu en arrière de la main. On lui disait, ben, vous qui parlez les langues étrangères, essayez donc d'écouter la radio allemande, voir s'il y a de l'opposition, qu'est-ce qui se passe avec ça. Elle était assez froide, elle enseignait l'anglais et l'allemand. Et puis, un jour, dans ce temps-là, c'était le jeudi, le jour de repos. Elle ne vient pas, c'était le jour de congé, c'était pas le mercredi. Elle ne vient pas le vendredi, elle ne vient pas le samedi. Elle vient le lundi. Elle me dit, madame, je voudrais bien sortir avec vous, j'ai quelque chose à vous raconter. Alors, je dis, bien sûr. Et voilà ce qu'elle me raconte. À Lyon, où elle était prof, sa famille de paysans vivait à 40 km de là. Elle avait l'habitude d'y aller le jeudi chercher du ravitaillement. Alors, elle l'a porté avec son vélo. Et son père lui dit, bah, tu sais, on t'attendait, hein, parce qu'il y a un gars qui est arrivé le soir, un uniforme, on ne comprend pas un mot de ce qu'il dit, non, on a plutôt l'impression qu'il est anglais plutôt qu'allemand. On l'a mis dans la grange, on lui a pris ses cigarettes et son briquet, on lui a donné une couverture et puis un bon bol de soupe, et va nous voir un petit peu ce que c'est. Alors là, voilà partie, et elle me raconte, c'était évidemment un aviateur anglais qui revenait, qui était tombé en parachute dans la région. Les avions anglais avaient bombardé les usines Fiat à Turin. Mussolini étant l'allié d'Hitler, il avait sauté en parachute, il avait planqué son parachute dans un fossé, parce que c'était la première chose à faire, et ensuite se frapper à une porte. Évidemment, l'Angleterre, Londres, c'était le pays où on se battait encore, et même les gens qui participaient pas activement à la résistance, encore, qu'est-ce qu'on appelle participer activement? Eh bien, ils écoutaient. Alors, elle revient, puis elle dit à son père, ben voilà, c'est un aviateur anglais, il lui faut un costume civil, il lui faut prendre le train jusqu'à Perpignan, où là, il est pris en charge par un réseau qui le fait regagner l'Angleterre, soit par mer à travers la Méditerranée, soit à travers la frontière espagnole et l'ambassade de Grande-Bretagne en Espagne.
père dit, ben écoute, ton frère est prisonnier, on va lui donner un costume de ton frère, puis on va lui payer son billet. Alors elle retourne donner la bonne nouvelle au gars, puis elle revient, elle me dit, ben, vous savez, il m'a dit, je ne peux pas voyager seul, parce que je ne sais pas un mot de français, je vais me faire arrêter à tous les coups. Il va dire ça à son père, qui dit, on va aller demander conseil au docteur. Il paraît qu'il est dans la résistance, et il revient en disant, mais tu l'accompagnes. Elle revient, et là, le lendemain, en Berrieux, ils prennent le train, tous les deux. À Lyon, ils changent, ils se mettent dans un grand wagon avec un grand couloir, les comportements donnés sur le couloir, et ils sont là, côté l'un de l'autre. Ça se passe très bien jusqu'au sud de Nîmes, à Lunel, près de Montpellier. Le train s'arrête, et à chaque bout du wagon se mettent en faction des sentinelles, tandis qu'un policier allemand et un policier français fait le contrôle des identités. Ils arrivent presque à la hauteur du compartiment où Claire est avec son officier. À ce moment-là, l'officier anglais, il attrape Claire à bras-le-corps et bouche à bouche, de toutes ses forces. Elle se débat un petit peu, bien sûr, mais ça ne se faisait pas du tout, hein. C'est ça aussi qu'il faut voir. D'un coup, le policier arrive, il se regarde, il hausse les épaules, il secoue la tête et il passe. Il passe, il change de wagon, donc se déplace en même temps tout le système de sécurité. Claire se dégage et elle lui dit tout bas, en anglais, ben, qu'est-ce que vous êtes mal élevé, et voilà ce que vous faites. Et il lui dit, je vous ai sauvé votre vie et j'ai sauvé la mienne en même temps. Elle me raconte ça, puis elle me dit, vous savez, madame, si ça se renouvelle, je suis preneur. Et ben elle est devenue vraiment engagée, vous voyez. Elle a fait ça. Elle a épousé un Anglais à la fin de la guerre. Je ne sais pas si c'est le dernier qui l'a embrassé. En tout cas, c'est une femme très bien. Elle a fini, on ne disait pas proviseur, mais directrice du lycée Fénelon à Paris. Et quand on se voyait, avec son mari qui était à l'ambassade britannique à Paris, on se rappelait cette bonne histoire et le mari riait encore plus fort que les autres. Dans les Anglais, c'est comme ça. C'est très généreux. Et voilà. Vous voyez, toutes ces histoires pour vous montrer que dans notre société clandestine, le rôle des femmes, il n'était pas d'avoir une mitraillette. D'ailleurs, les hommes n'en avaient pas non plus à ce moment-là. Et c'était tout ce qui va créer cette société clandestine, indispensable à la résistance, indispensable pour les hébergements, pour les transports, pour la distribution des journaux, pour les infirmeries. Il n'y avait pas de... Quand le Vercors, quand les maquis se sont créés, il n'y avait pas des infirmiers, parce qu'il y avait besoin de tous les hommes, valides encore, pour faire des soldats dans les maquis en 1943. Eh bien, l'école d'infirmières de Grenoble, eh bien, il y a un certain nombre de petites infirmières, écolières encore, 18, 20 ans, qui sont parties dans le maquis, qui ont été infirmières. Celles-ci, elles ne viendront pas témoigner, parce que quand les Allemands, vous savez que les forces alliées n'ont jamais voulu donner de matériel lourd, d'armes lourdes à la résistance française, pas plus dans le nord que dans le centre, que dans les maquis. Le résultat, c'est que les Allemands, au lieu de bombarder avec l'aviation les grands maquis du Vercors, ils sont arrivés en planeur, parce qu'il n'y avait pas d'armes lourdes pour les faire tomber. Ils sont arrivés en planeur, tranquillement, lâchés au-dessus avec leurs armes, avec leurs mitraillettes, avec leurs mitrailleuses aussi, et leurs bazookas, tout ça. Et les petites infirmières qui tenaient leur petite infirmerie de campagne dans les nombreuses grottes calcaires de ce coin-là, avaient rapidement, avec le mercurochrome, dessiné une croix rouge pour montrer que c'était un hôpital, et ils avaient accroché le drap devant la cloison, devant la grille de la grotte. Et bon, ben les Allemands sont arrivés, ils étaient enragés de ce maquis, parce que c'était des forces qui devaient les empêcher d'aller plus loin s'il y avait eu le débarquement dès ce moment-là. Et ils n'ont pas cherché, mais au lance-flammes, ils ont liquidé tout le monde. C'est pour ça que je vous dis que ces petites-là, vous ne les verrez pas. On les appelle quand même mortes pour la France et on considère qu'elles sont résistantes. Qu'est-ce que vous penserez
si elles étaient rentrées après la guerre, finir leur diplôme d'infirmière et ensuite exercer leur métier. On leur dirait, ben dis donc, t'as été courageuse, elles en diront, bon, ben, j'ai fait ça, puisque ça allait être mon métier, j'ai fait ça. Oui, et elles ne sont pas considérées comme résistantes. Pensez-y à ces choses-là. Les femmes, elles étaient utilisées dans ce qu'elles savaient faire, dans ce qu'elles pouvaient faire, tout ce petit travail matériel. Moi, je me suis bien disputée aussi là-dessus pour en finir avec ça et pas vous occuper trop longtemps. Si vous avez envie de poser des questions après, je trouve que toutes ces choses-là expliquent que ces femmes ont pu avoir modestement, à côté de celles qui occupaient des rôles importants, qui s'occupaient du journal, qui étaient responsables d'un mouvement, qu'on considérait comme les créatrices d'une section d'assistance sociale, section de faux papiers. Finalement, ensuite, la première qui s'occupait des faux papiers a été arrêtée, et quand Jean Moulin est venu en 1942 à commencer l'unification de la zone sud, on a unifié les 3 services de faux papiers des 3 grands mouvements de zone sud, qui était Libération, Combat, Franc-Tireur, et on a fait un seul service de faux papiers. C'était aussi les femmes de ménage, parce que faire des tampons, c'est pas commode. La femme de ménage de la préfecture et du commissariat, elle vient le soir, quand tout le monde est parti, elle vide les cendriers, elle nettoie bien sur les bureaux, et puis elle ferme bien les volets, parce que la défense passive, il ne faut pas qu'on voit la lumière de l'extérieur, et elle empoche les 2 ou 3 tampons qu'on lui a dit de bien regarder. Elle les emmène, on s'en sert la nuit, le matin elle vient, elle ouvre tout, elle met les choses à leur place, et les tampons y sont. Si quelqu'un la prend et la fouille quand elle arrive ou quand elle sort, celle-là non plus, elle ne viendra pas vous raconter ce qu'elle a fait, parce qu'elle serait ou abattue ou morte en déportation. Voilà, dans le film que Claude Berry a fait et qu'il a voulu appeler de mon nom, je me suis disputée avec lui à propos d'une histoire de femme aussi. Si vous avez vu ce film, il y a un moment où dans la prison Montluc, les Allemands fusillent, ont réuni tout le monde dans la cour de la prison, et fusillent un jeune résistant parce qu'on a pris dans son linge sale des messages pour l'extérieur. Comment ça se fait qu'il y avait du linge sale qui allait à l'extérieur? Parce que la résistance, son rôle de solidarité et le rôle des assistantes sociales, de cette gamine Emilienne qui avait 18 ans, vous entendez, c'est pas vieux quand même, hein? Son rôle, c'était de porter aux prisonniers qui étaient résistants du linge propre, dans leur chemise, dans l'ourlet de la chemise ou dans le col de la chemise, une feuille de papier à cigarette roulée très fin avec pourquoi, comment, et puis des renseignements. Une petite mine de crayon, une autre feuille de papier à cigarette vierge. Et dans le linge sale revenait la réponse. Et puis un jour, la Gestapo, qui se méfiait même d'un certain nombre d'Allemands, ces vieux réservistes qui étaient gardiens de prison et avec qui, même ici dans la prison de Lille, on a pu avoir des contacts avec un certain nombre de ces vieux hommes qui avaient connu la Première Guerre mondiale, et ils sont venus vérifier, les nazis, puis ils ont trouvé. Elle était à l'extérieur, elle attendait le linge, Emilienne. Venez, on va vous le donner. Elle est rentrée, ça a été sa fête. À ce moment-là, coup de pied, coup de poing, les cheveux qui t'a donné ces messages? Quel message? Elle a dit. Ça a redoublé. Elle a fini, elle est restée en cellule. Et le jour de Noël 43, elle est morte à Ravensbrück. Encore une qui ne pourra pas venir témoigner. Et je vous donne ces petits exemples parce que je trouve qu'on continue encore dans notre monde actuel à médiatiser trop les gens qui ont survécu, donc qui peuvent raconter. Et ça, il faudrait que toutes celles qui survivent parlent de l'infinité de ces femmes qui, à travers le charbon, à travers l'industrie, à travers l'extérieur, ont pu être responsables et faire ce travail, agent de liaison. Un travail de femmes aussi, de jeunes surtout, agent de liaison entre 2 personnages importants, l'armée secrète d'un côté, par exemple, les responsables FTP de l'autre. Il fallait bien qu'ils se rencontrent pour ensuite faire l'union, pour faire les FFI qui vont être ensemble au moment des débarquements et qui vont empêcher les Allemands d'arriver jusqu'aux plages et permettre aux Alliés de débarquer. Ces premiers contacts,
Ils ne s'inventent pas, on n'a pas le téléphone pour se raconter, on ne le fait pas avec les messages radio, parce que les Allemands sont très très forts, ils savent décrypter n'importe quoi, et on s'en sert encore un peu avec l'extérieur, mais de moins en moins avec l'Angleterre, c'est plutôt les messages personnels, mais il y a quand même des choses qu'il faut évidemment quand même coder. Alors, ces réunions entre un responsable FTP de l'Artois, un responsable Front National, c'était, attention, hein, ne comprenez pas, c'est maintenant, vous avez bien compris, hein, bon, c'était autre chose à ce moment-là, ça voulait dire, les camarades du Front National n'ont pas gagné leur procès quand ils ont dit, on n'a pas le droit, quand on est fasciste et raciste, de prendre ce nom qui est un nom glorieux de la résistance. Eh bien, ouais, ils ont perdu leur procès. Alors, maintenant, je préviens, hein, parce que vous êtes d'une autre génération, il ne faut pas vous tromper avec ça. Eh bien, ces liaisons se faisaient par des femmes. J'ai, il n'y a pas longtemps, inauguré une plaque de nom de rue d'une fille qui s'est appelée Germaine, c'est pas Vincent, c'est Vincent. Et cette femme-là, elle était agent de liaison STP. Elle faisait la liaison entre la Bretagne et Paris. Les trains, il n'y en avait pas des masses, puis quelquefois ils s'arrêtaient parce qu'il y avait eu un bombardement. Alors qu'est-ce qui va se passer? Elle ne peut pas passer la nuit dans la salle d'attente, parce que c'est là qu'on va voir ceux qui n'ont pas de domicile et qui peuvent donc éventuellement être des clandestins et qu'on peut arrêter. Elle va essayer de trouver quelqu'un qui l'accueille, et de voir s'il n'y a pas encore une maison où elle peut dormir. Et puis une fois, elle n'a trouvé personne, alors elle est quand même restée dans la salle d'attente, elle a été ramassée, elle a été déportée. Elle avait laissé un mari prisonnier de guerre. Quand il est rentré de prisonnier de guerre, il n'a pas compris, et il a dit, cet homme, mais enfin, qu'est-ce qu'elle allait faire là-dedans? Pourtant, c'est pas sérieux pour une femme d'être mélangée avec des hommes comme ça. Et il a compris l'héroïsme de sa femme le jour où son nom à lui, parce qu'elle était mariée, c'est son nom à lui qui est devenu le nom de famille et le nom d'une rue à Bois-Colombes. Alors, vous voyez, c'est toutes ces responsabilités-là qui font que notre société clandestine va être organisée, service social, presse, journaux clandestins, faux papiers, et puis finalement, on arrive par ces liaisons. Il y a aussi des gars, bien entendu, les jeunes gars, ils ont été extraordinaires, les filles, ces filles qui s'en allaient avec une boussole, en chantant Ali Allo comme si elles étaient des éclaireuses ou des scouts, les garçons pareils, repérer les terrains où pouvaient arriver ces petits avions clandestins qui ensuite pouvaient emmener en Angleterre ou venir chercher des gens qu'il fallait faire échapper, qui ne pouvaient pas partir par mer ou par avion. C'est comme ça que je suis partie, parce que j'avais à ce moment-là déjà un petit garçon, et puis j'attendais mon deuxième enfant. Quand on croit à la victoire, quand on sait qu'on va gagner, on commence vite d'en faire des enfants, parce que, ben oui, vivrons dans la liberté, après ça sera ça déjà qui sera fait, il n'y aura plus à faire, parce qu'on savait bien que la responsabilité qu'on acquerrait les unes et les autres pendant cette période de clandestinité, fallait essayer d'en sortir, fallait pas se faire prendre, mais fallait quand même faire son boulot. Et ce boulot de femme, c'était pas un boulot armé. Bien sûr que de temps en temps, il fallait avoir un revolver. Mais les femmes, ça tue pas. Et ça agit avec astuce. C'est plus malin que les... Ben oui, il faut être plus malin que l'occupant. Lui, il est fort. Mais nous, on peut le rouler. Je pense que j'ai encore le temps de raconter une autre petite histoire. Petite histoire d'une fille aussi qui était agent de liaison. À Lyon, ça se passait. Elle était agent de liaison, et les agents de liaison, des fois, ils voyaient directement les deux personnes. Mais la plupart du temps, il y avait un intermédiaire. Et cet intermédiaire, à Fibline, moi j'ai connu ça, je suis venu à Fibline pendant la guerre, dans ces trains où il y avait des banquettes. Mais ça n'allait pas jusqu'en haut, vous n'avez pas connu ça, vous autres. Les wagons, les compartiments n'étaient pas séparés, il y avait une espèce de cloison qui n'allait pas jusqu'en haut, puis un banc de chaque côté. On était assis là, dans le noir, le bleu plutôt, c'était un bleu, les vitres étaient bleues, et puis, ils fumaient ce qu'ils pouvaient, les pauvres gars qui allaient travailler à Fively. Moi, je venais de Valenciennes, ça s'appelait, et puis j'allais là pour une mission auprès des ingénieurs de Fively,
Il y en a un qui était à Libération Nord, qui s'est fait ramasser ensuite. Il s'appelait Auguste Bossaron, il a été fusillé. Il y a son nom qui est connu dans cette région de Février. Eh bien, il y avait un intermédiaire qui était la boîte aux lettres. La boîte aux lettres, dans un immeuble, il y a des boîtes aux lettres pour recevoir le courrier. Alors, ou bien la concierge, ou bien l'un des locataires accepte qu'il y ait ou une boîte supplémentaire, c'est la concierge, ou le locataire qui permet que sa boîte ferme. Et arrive cette fille, qui s'appelait Marcel Lebeau, elle arrive là pour déposer le courrier qui doit être transmis ensuite à Jean Moulin. C'était l'agent de liaison de Maranne. Maranne avait été député et maire d'une ville de la banlieue parisienne qui était communiste, s'appelait Ivry, s'appelle toujours Ivry d'ailleurs, et Maranne était responsable justement du Front National. Il naviguait avec toute la France, celui à travers toute la France. Il était malin, je vous dis entre parenthèses, vous ne savez pas comment il circulait avec un triporteur. Vous savez ce que c'est qu'un triporteur? Non, parce que ça n'existe plus. Et bien vous demandez au grand-père, Caïpha, vous pouvez préparer des noms comme ça, les épiceries volantes. Il y avait un type qui pédalait, puis devant lui, il avait ses 2 roues pour pédaler, devant lui il y avait un espèce de coffre avec une petite roue, et là-dedans il y avait de la chicorée, des pâtes alimentaires, du fil, de l'élastique, enfin, et il allait de village en village comme ça. Et bien lui, il se déplaçait en triporteur, il n'a jamais été contrôlé, il n'a jamais été arrêté. Alors j'en finis avec Marcel Lebeau, tous les jours, elle allait poser le courrier, et tous les matins, et le soir, la réponse, c'était avec Jean Moulin, que Maranne correspondait. Et un matin, elle arrive pour poser son courrier, il n'y avait qu'une porte ouverte, ces portes à double battant, à Lille, où il y avait la concierge, elle sortait les boîtes d'ordures, elle secouait le tapis brosse, elle donnait un coup de balai, et puis la porte à double battant, il n'y avait pas de code comme maintenant, bien entendu. Et il n'y avait qu'un battant ouvert. Elle se dit, c'est louche. Alors elle repasse, c'était toujours comme ça. Alors la 3e fois, il faut vous dire en confidence, mais les filles le savent bien, peut-être les gars aussi, dans ce temps-là, les collants, ça n'existait pas. Tout le monde avait des bas et des jartelles pour tenir les bas. Je pense que c'est une chose connue des 2 sexes. Eh bien, ben oui, quand même. Alors, je vous le souhaite. Eh bien oui, c'est ça la liberté, c'est ça la liberté. On n'a pas eu le temps, vous savez, nous. On n'a pas eu le temps pendant 5 ans. On était jeunes, tout juste le temps de faire un enfant, mais pas le temps de s'aimer comme vous avez le droit et le pouvoir de le faire maintenant. Alors il faut comprendre ça. Alors elle détache sa jartelle, son bas lui tombe sur les chevilles, c'est évident, et elle arrive en force derrière le battant fermé. Il y avait évidemment un policier allemand, un policier français. Et alors il la regarde, alors elle dit, écoutez, elle montre son bas, retournez-vous, soyez bien élevés, j'ai claqué mon bas, il faut que je le rattache, allez, retournez-vous. Alors là, on dit, qu'est-ce qu'elle dit? Alors l'autre s'explique, ils rigolent tous les deux, ils se retournent. Elle rattache son bas, elle s'en va, et elle annonce tout de suite, la boîte aux lettres est grillée. Alors il faut que Jean-Philippe, l'agent de liaison de Jean Moulin, vienne pas. Elle a sauvé tout le service de faux papier. Vous voyez, c'était ça l'astuce. Moi j'en ai usé tout le temps, ça a été ma bataille, je ne me suis jamais battu avec un revolver et tout ça. Alors qu'est-ce que ça fait? Ça donne dans cette société clandestine l'idée aussi qu'un jour on sera libre. Qu'un jour on sera libre et que cette liberté dont on a usé pendant la guerre, parce que autant on était discipliné pour toute notre activité résistante, autant il fallait prendre des initiatives à certains moments, autant on était responsable de nos actions, autant on entend le rester après. Et comme hors de France, les forces françaises libres et le général de Gaulle reçoivent de Jean Moulin et d'autres aussi que les femmes sont engagées dans une guerre de résistance. Elles n'ont pas d'uniforme, elles n'ont pas d'armes, mais elles constituent cette espèce un peu de planète, de mouvement qui tourne, qui fait les choses à droite et à gauche, et qui est indispensable pour que la résistance fonctionne, pour que tout puisse marcher. Eh bien, puisqu'elles défendent leur pays, elles ont donc droit de le gérer après la guerre. Et pour ça, le général de Gaulle, qui avait fini par atterrir à Alger, parce que vous le savez bien, vous l'avez appris, je fais quelques passages,
extra l'exposé parce que je me dis que des fois vous pouvez avoir oublié ça. Le général de Gaulle a eu quelques difficultés avec les États-Unis d'Amérique parce que ceux-là n'aimaient pas trop le général de Gaulle. Ils avaient plutôt l'impression que ça allait être un espèce de dictateur supplémentaire. Alors ils en avaient trouvé un autre qui avait, quoique général, qui, quoique évadé d'Allemagne, me donnait bien l'impression d'un bon papa qui avait pas du tout, alors il s'appelait le général Giraud, et ils pensaient que ça serait leur général à eux. Ça s'est assez mal passé parce que la résistance unit tous les bouts de la résistance. Hein. On ne parlait pas de parti politique tellement à ce moment-là, parce qu'on avait des liens communs. C'était la liberté, retrouver la démocratie et chasser l'occupant. Alors le général de Gaulle était donc arrivé à Alger, dans la deuxième partie de 1943, et pour bien montrer qu'il était un général qui allait rétablir la démocratie, d'ailleurs il l'avait dit, qu'on soit de droite ou qu'on soit de gauche, dans les journaux clandestins, il y avait « on rendra la parole au peuple français ». La parole sera rendue au peuple français. Alors certains signaient de Gaulle, d'autres n'étaient pas de Gaulle, mais c'était acquis. Alors il fait un espèce de gouvernement provisoire, et bien entendu, il fallait un système de contrôle, de vagues élections, et il appelle ça l'Assemblée consultative. Qu'est-ce qu'il y aura là-dedans? D'abord, il retrouve quelques-uns des 80 députés qui avaient voté non quand Pétain avait demandé le droit de modifier la Constitution et supprimer la Constitution, les libertés, le droit de vote et les assemblées élues. Alors il en retrouve quelques-uns, puis ensuite il dit, eh bien maintenant, on va chercher en France, auprès des mouvements de résistance, des mouvements syndicaux et politiques résistants, qui nous envoient des gens. Alors chaque mouvement choisi, Germaine Tillon, elle n'était pas encore déportée, elle est créatrice du Musée de l'Homme, Hélène Vianney, elle était là toujours quand même, Bertie Albrecht avait déjà disparu, Marie-Madeleine était déjà en Angleterre, tous les mouvements ont envoyé des hommes. Et puis il y en a qu'un qui a envoyé une femme, c'est Libération, et puis c'était moi. Alors, oui, alors j'en ai trouvé une autre en jupon, parce que dans ce temps-là, les femmes mettaient pas de pantalon. J'en ai trouvé une autre, c'était une Canadienne. Elle n'était pas résistante, mais elle soutenait la France libre. Alors, ils tricotaient pour les soldats, alors elle était là. On était deux femmes. Et la seule chose importante dans cette assemblée, c'était de prévoir, avec ce qui se faisait en France, le Conseil national de la résistance, qui était l'unification de toute la résistance. Quand Jean Moulin a été arrêté, c'était fini. Ça existait, ce conseil-là. Il y avait des hommes. Même les deux secrétaires étaient deux hommes. Il y en a encore un vivant, qui s'appelle Chambéron. Mais il n'y a plus de membres du Conseil national vivant eux-mêmes. Mais 17 qu'ils ont fait rentrer comme ça, dans un appartement à Paris, rue du Four. Il faut le faire, il faut être adroit pour ne pas se faire repérer dans un coup pareil. Et cette résistance unie a commencé à préparer le programme de la libération de la France nouvelle, telle qu'on la voulait, débarrasser de Pétain et de la collaboration, changeant notre société clandestine mais légitime en une société officielle. Et préparer ce programme, eh bien, les femmes y ont participé. Des femmes médecins, l'accès à la chirurgie, des femmes enseignantes, l'accès au concours des grandes écoles, des femmes pour devenir des ingénieurs. Il n'y avait jamais eu d'ingénieurs, de femmes aux mines, au pont, à la polytechnique, enfin à l'agriculture, c'était toujours des métiers d'hommes. Des femmes dans les arcanes universitaires. Tout ça, ça s'est fait en deux temps. D'une part, clandestinement, avec celles et ceux qui étaient libres, et puis ensuite renvoyé sur l'Angleterre, où c'était absorbé, remanié des fois par les mouvements, par l'Assemblée consultative. Et puis les femmes ont aidé à préparer aussi, avec les hommes, la France libérée d'après-guerre. Et c'est là qu'on les voit les premières. Elles ont déjà le droit de vote, puisque être éligible et être électrice, c'est avril 44. La libération ne va pas tarder, c'est juin 44. On a tenu bien au chaud un certain nombre de grands résistants en leur disant, vous ne va pas faire l'idiot, te faire coincer au dernier moment, parce qu'on a besoin de gens pour remplacer les préfets de Vichy.
Alors on avait nos préfets clandestins, on avait nos commissaires de la République clandestins qui remplaçaient les préfets régionaux, et il fallait qu'ils tiennent tranquilles. Mais comme on rétablissait la liberté et la démocratie, il est évident même un préfet de la résistance ne pouvait pas décider tout seul ce qui se passerait dans le gouvernement. Il n'y avait plus de conseil général depuis que Pétain les avait supprimés. Alors on va faire des comités départementaux de libération. Comment est-ce qu'on va les constituer? On va les constituer avec les représentants des mouvements de résistance et des partis politiques résistants et des syndicats résistants. Pour les syndicats résistants, ce n'était pas difficile, il n'y en avait qu'un, parce que le syndicat de gauche, les syndicats avaient été unis au moment du Front populaire, et ça s'appelait la CGT. Et il y avait un autre qui s'appelait la CFTC, parce qu'elle était plutôt, quoique c'est bien battu, à tendance philosophico-chrétienne. Donc, les partis politiques, c'était pas difficile non plus, parce qu'il y en a deux qui s'étaient battus, de partis politiques, c'était les communistes et une grande partie des socialistes, qui s'étaient d'ailleurs souvent les socialistes rejoints dans les mouvements de résistance de gauche, comme Libération Nord, comme Libération Sud. Mais tout ce monde-là va siéger. Bon, mais il y avait des mouvements clandestins. L'Union des femmes de France, UFF, ben c'est des femmes qu'il y a là-dedans par définition, en voilà une dans le comité départemental de libération. L'Union des jeunes de France, les jeunes résistants. Ben, souvent, ça va être une femme, parce que les hommes, eux, les jeunes résistants garçons, ils sont engagés dans les FFI, ils sont en train de se battre. Ça fait une deuxième femme. Les syndicats, c'est pareil, les partis politiques, c'est pareil. Le côté homme dans ces points-là, dans ceux-là, ils sont engagés avec leur ancienne formation, avec la compétence qu'ils ont, ils sont engagés dans une autre responsabilité. Et on va se trouver avec des conseils départementaux de la libération, avec des femmes qui vont déjà exercer des fonctions de contrôle et d'administration. Alors moi, là, j'ai joué un petit rôle, parce que j'étais en Angleterre, je suis partie en Angleterre en février 1944, parce qu'à la suite d'événements de ma résistance, et surtout de la résistance de mon époux, il a fallu partir. On est parti en février 1944, où j'ai eu mon deuxième enfant. C'était temps d'ailleurs, parce que le 9e mois, ça en fait pas 10 hein, quand on entend un bébé. Et j'ai été désignée, comme je connaissais la France résistante et les différents mouvements de résistance, parce qu'avec mon métier propre, j'avais pu circuler un petit peu à travers la France, puis mon salaire aussi. Ça libérait un peu les finances de nos formations clandestines. Alors, on m'avait nommé, j'avais un ordre de mission du général de Gaulle, pour aider à l'installation des comités départementaux de libération à mesure que c'était libéré. Je débarque donc à Romanche. J'aime autant vous dire que le bateau canadien, c'est ma dernière clandestinité, parce que les Alliés ne voulaient pas que soit transporté en dehors des forces armées légales, c'est-à-dire par exemple les conductrices d'ambulance, les services administratifs, ne voulaient pas qu'on transporte d'autres Français ou Françaises qui pouvaient être politiques. Et j'étais déguisée, si on peut dire, en infirmière canadienne sur un bateau sanitaire canadien. On naviguait en convoi sur cette Manche, parce qu'il y avait encore, c'était la fin du mois de juin, il y avait les sous-marins allemands qui faisaient bien des dégâts, on était bien escortés par des torpilleurs, mais s'il y avait une mine qui nous avait visés, je ne serais pas là non plus aujourd'hui. Enfin, je suis là, et je me suis aperçu, en arrivant à Romanche, en allant à Bayeux, dans la première ville où il fallait que je voie le commissaire de la République, que les comités départementaux de libération, et bien là-dedans, les femmes parlaient avec la même voix ouverte que les hommes. Elles avaient fait leur apprentissage de responsabilité pendant la clandestinité, et elles étaient capables maintenant d'avoir leur rôle à côté des hommes, et ça se faisait tout naturellement. On ne sentait pas de différence. Et puis la libération est arrivée, la France s'est retrouvée, les femmes avaient le droit de vote, oui, mais est-ce qu'on peut voter? Le 8 mai 1945, c'est l'armistice. Comment est-ce que ça va se passer? Il n'y a pas encore, les hommes sont parvenus, les prisonniers de guerre, les déportés de la résistance ou du racisme ne sont pas revenus. Comment est-ce que ça va se passer? Ben, ça fait rien. Il faut que les communes puissent s'administrer. On va faire des élections municipales. Et pour la première fois, on va trouver
des femmes qui vont voter pour la première fois, mais aussi beaucoup de gars qui vont voter pour la première fois. Ceux qui avaient 20 ans en 38, ils n'avaient pas le droit de vote, puisque c'était à 21 ans. 20 ans en 38, en 45, 7 ans après, vous voyez ce que ça leur fait 27 ans. Ils n'avaient jamais voté. Et tout naturellement, ça apparaisse. Comme c'est maintenant, quand on parle de ce que c'était que la résistance et la libération des femmes, qu'on en fait tout un plat de ce premier vote. Mais on y allait naturellement, c'était une responsabilité acquise. La seule chose, c'est que les partis politiques se sont reconstitués, et vous savez bien que la France a mis très longtemps à se libérer de ce carcan des vieilles formations politiques qui, souvent, de père en fils, il n'y en a que de pères qui ont accepté que ce soit leur femme. Il y en a une maintenant, celle qui est ministre de l'Intérieur. Son père était déjà, Guillaume Marie, c'était déjà un sénateur, député du côté de Biarritz, par là-bas. Bon, eh ben elle a remplacé son père et elle fait sa carrière politique, mais c'est très difficile ça. Les carrières politiques étaient masculines et les listes électorales étaient faites de la façon que les femmes... Et puis on s'est aperçu très vite aussi qu'on renvoyait les femmes à leur compétence de femmes, alors qu'elles avaient acquis une compétence politique, administrative et professionnelle. Il y a des femmes chirurgiens maintenant, il y a des femmes diplomates, il y a des femmes dans tous les métiers, il y a des femmes ingénieurs dans les métiers masculins. Et bien qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Que dans les conseils municipaux et dans les conseils généraux, si vous voyez quelqu'un qui est élu, vous lui dites « Et qu'est-ce que vous faites ?»« Je m'occupe des crèches, et vous, de la cantine scolaire, et vous, des personnes âgées. » Et un jour, moi je demande, comme ça, dans un endroit où j'avais été m'expliquer avec les élèves, et il y avait l'adjoint au maire. Et je lui dis qui est-ce qui s'occupe de la voirie dans la commune? Il dit c'est moi. Je dis vous êtes déjà adjoint au maire. Il n'y a pas une femme qui dit oh les femmes ne s'y connaissent rien. Alors il a eu son paquet. Parce que comme il y avait tous les élèves, vous pensez j'avais beau jeu, c'était très bien entendu. Alors voilà, c'est ça que je voulais vous expliquer un peu rapidement, c'est que il y a encore deux toutes petites choses à vous dire. C'est que si les femmes ont gagné petit à petit avec les nouvelles mentalités des jeunes hommes et des jeunes femmes, une conscience politique, une liberté politique et un accès à la vie politique, pas seulement comme électrice, mais ensuite comme éligible et comme élu, et au poste très important de la vie démocratique et parlementaire française, c'est parce que la résistance leur a déjà donné ce sens des responsabilités. Mais il y a une chose que la résistance ne leur avait pas donnée, parce qu'on n'avait pas le temps de penser à ça. On pensait à vivre. Quand on avait le temps de saigner, c'était en vitesse, parce qu'on n'était jamais très longtemps les uns vers les autres. C'est la liberté individuelle de la femme en tant que femme. Je dirais sa liberté sexuelle, son sexe de femme. La liberté des femmes, eh bien, elle a été conquise après la guerre par les jeunes femmes qui, dès 65, 68, ont exprimé l'idée qu'elles pouvaient être maîtresses de leur corps, que le mariage n'était pas automatiquement l'enfant tout de suite, ou automatiquement le mariage, qu'on pouvait vivre autrement, et qu'il pouvait y avoir des naissances non désirées. Et c'est une femme qui avait été déportée, qui savait ce que ça voulait dire, que être résistant, être une femme qui, ministre de la Santé, a fait passer cette loi devant un Parlement en grande majorité masculin. Elle a pleuré à la tribune de la Chambre des députés quand elle a présenté sa loi. Elle s'appelle Simone Veil. Et cette femme n'est pas une femme de gauche, c'est simplement une femme qui savait ce que voulaient dire les responsabilités. Ça, je voulais vous le dire. Puis je voulais vous dire, parce que c'est mon idée à moi qui finit maintenant ma vie, c'est que s'il n'y avait pas eu de jeunes, s'il n'y avait eu que des femmes de mon âge, ou même un peu plus jeune, mais j'étais jeune à ce moment-là, s'il n'y avait eu que les vrais grands adultes, Jean Moulin, il avait 15 ans de plus que moi, quand même, Freinet aussi, tous ces gens-là, c'était déjà des gens installés, il était préfet, moi je démarrais ma vie de prof. Eh bien, s'il n'y avait pas eu tous ces jeunes, hommes et femmes, est-ce qu'on aurait pu faire ces changements de société dont vous bénéficiez maintenant? Un enseignement ouvert à tous. Quand
j'étais enfant, l'école primaire ne permettait pas d'accéder au lycée. Et le lycée, sans le baccalauréat, on ne pouvait pas aller à l'université. Et les grandes écoles étaient fermées aux femmes. Tout un tas de métiers étaient fermés aux femmes. Maintenant, le mot dactylo veut dire n'importe quoi, tout. Et deux phrases que je voudrais vous dire pour en finir quand même. Mais je dirais, comme j'aurais dit, mon idée personnelle. Après tout ça. Voilà. Mon idée personnelle, c'est qu'on a beaucoup parlé de la guerre, on a beaucoup parlé de la misère, et on a l'impression qu'il n'y a que les guerres qui peuvent faire progresser le milieu féminin. Et bien, je voudrais qu'on se mette bien dans la tête, et que vous vous mettiez bien dans la tête, que les guerres, ça tue, et ça tue aussi des femmes, et ça empêche les enfants de naître. Ça empêche les enfants de naître, et c'est d'abord un régime d'oppression. Tandis que la paix, c'est la démocratie, parce que la guerre, elle est liée toujours à des régimes autoritaires. La paix, c'est la démocratie. Et quand il y a une démocratie, c'est qu'on a rétabli, à travers une guerre, à travers une occupation meurtrière, qu'il s'agisse de l'Espagne, qu'il s'agisse de l'Italie, qu'il s'agisse de la France, de l'Allemagne, de la Pologne, de l'Union soviétique, pour tous ces pays-là, pour tous ces pays, l'Angleterre l'avait déjà fait avant la guerre, on a rétabli la démocratie, c'est-à-dire qu'on a permis, maintenant c'est à partir de 18 ans, aux hommes et aux femmes, à partir de 18 ans, d'avoir dans leur poche ce tout petit papier qui s'appelle une carte électorale, et que c'est parce qu'on est gestionnaire de notre commune, de notre département, de notre nation, qu'on est des gens libres et qu'on peut continuer de développer les acquis qui font une société où il n'y a pas de mélange. Alors, allez voter quand vous aurez l'occasion, quand vous avez tous plus de 18 ans maintenant, vous avez tous une carte électorale. Est-ce que vous avez été la chercher à la mairie? Et quand elle est arrivée par la poste, vous l'avez peut-être mis dans un tiroir et vous n'y avez plus pensé. Je vous en conjure, on a tant pensé, nous, pendant la guerre, que c'était cette liberté, ce choix qui permettait un jour d'être citoyenne et citoyen de son pays et non pas sujet de son pays, que cette liberté-là, vous l'avez et il faut que vous l'exerciez. Surtout, ne dites pas que c'est déshonorant, que c'est embêtant, que c'est toujours pareil, que ça ne change rien. Ça changera parce que vous voudrez changer. Nous avons voulu changer pendant la guerre, nous avons changé, vous en êtes les bénéficiaires. Et elle avait bien compris, les deux dont je vais vous parler, un jeune qui s'appelait Philippe Vernet, il est mort en déportation, il a écrit en déportation un petit poème qui n'est pas très bien écrit, où les rimes sont très légères, mais qui se termine comme ça: je vais mourir, les enfants du monde futur me regardent et ils me disent: ne parle pas, sois digne, nous comptons sur toi. Et puis un prof, parce qu'après tout, les jeunes bien sûr, mais les profs. À Paris, il y avait un prof d'allemand, il s'appelait Jacques de Courdemanche. Il était professeur d'allemand et il avait choisi dans le lycée où il était, qui s'appelait le lycée Rollin à ce moment-là, de faire étudier l'allemand à ses élèves à travers Mein Kampf. Ce qui était une façon, après tout c'était un livre allemand, et c'était autorisé, et il ne mettait pas de malice, croyez-moi. Et il l'a fait apprendre l'allemand à travers ça. Bien entendu, il a été arrêté, parce qu'en plus il était communiste, et il devait être fusillé. Il a écrit une dernière lettre à ses élèves du lycée qui maintenant s'appelle Jacques Decour, et je sais par cœur son paragraphe de la dernière lettre. Je me considère un peu comme la feuille qui tombe de l'arbre pour faire du terreau. La qualité du terreau dépend de celle des feuilles. Je veux parler de la jeunesse en qui je mets tout mon espoir. Et ben voilà. Et la directrice s'en va. Nous, femmes, dans cette salle de prof, il y a un mot qui nous vient à l'esprit tout de suite. C'est pas juste. Elle est agrégée de physique, cette femme-là. Elle fait bien son boulot. C'est pas juste. Et on est en train de se dire, c'est pas juste. Entre nous, professionnellement, du même milieu,
entre la femme de service qui vient vider la corbeille à papier, peut-être faire son boulot de femme de service, et qui voit qu'on faisait des drôles de tête. Classe sociale très différente quand même, elle dit « Mais qu'est-ce qui vous arrive ?» La directrice s'en va. Et pourquoi? Elle est révoquée. Pourquoi? Parce qu'elle est d'origine juive. Et cette femme va sortir en disant « C'est pas juste ». Vous voyez comment se reconstitue ce qui avait été un climat de débâcle au moment de l'invasion, un climat où étaient mélangées les classes sociales, va se reconstituer comme ça, d'une classe, des mélanges sociaux dans un milieu professionnel donné. Alors, société officielle, collaboratrice, cette masse de gens qui essaient de s'en sortir, mais qui sont quand même sensibles à l'injustice, qui sont prêts à aider les gens qui sont malheureux. Sans plus, elles savent déjà, donc c'est l'information qui est passée. Et puis dans cette société officielle, eh bien, il y a les parias, il y a les étrangers qu'on va regrouper dans des centres de regroupement, comme on les appelle. Le mot regroupement, concentration, ça sent un peu pareil. Et puis les juifs étrangers, juifs français, et surtout, on va les déposséder, ces juifs. Il va y avoir un service dans l'administration de Vichy, c'est Derquier de Pellepoix qui en est le chef, qui va s'occuper de l'administration des biens juifs. C'est-à-dire qu'on ne peut plus être épicier, on ne peut plus être fournisseur d'habits, on ne peut plus être dans une boutique d'électricité, c'est donné à un gérant et le juif rentre chez lui. C'est la société officielle. Mais inconsciemment, va se construire en dessous, de la part au début de certaines personnes qui vont considérer, parce qu'elles sont déjà engagées dans les combats antifascistes et antiracistes d'avant-guerre, va se constituer une autre société, une société souterraine, une société clandestine, mais qui va se dire légitime. Elle est légitime, cette société, parce qu'elle dit, ça ne peut pas durer comme ça, il faut qu'on rétablisse sa République. Et cette société, elle se rend très bien compte que son premier boulot, c'est de faire passer l'information. Quand on ne sait rien, on ne peut pas juger, on ne peut pas choisir, donc on ne peut pas agir. Et c'est l'information qui va être à l'origine de la résistance. Ce n'est pas les grenades, ce n'est pas les mitraillettes. Et ça vous explique pourquoi les femmes vont être très rapidement, ça mettra du temps à être connues parce qu'elles n'ont pas d'uniforme, elles n'appartiennent pas à une unité combattante. Si elles obéissent à quelqu'un dans la résistance, ça ne s'appelle pas un adjudant ou un capitaine. Ce sont des femmes qui sont chez elles, mais qui vont être informées. Pensez aux femmes du Nord, là, comment est-ce que c'est tellement développé dans ce Nord, tout de suite la résistance. Un des premiers journaux clandestins de cette résistance, c'est La Voix du Nord. La Voix du Nord, parce que à ce moment-là, puis d'autres petits journaux clandestins, bien sûr, à ce moment-là, grève des mineurs. Les mineurs ne veulent pas que le charbon parte en Allemagne, ne veulent pas que les industries métallurgistes fournissent à l'ennemi ce qui lui permet, une fois conquis la Pologne, d'envahir l'Union soviétique. Ils ne veulent pas. Oui, mais alors ils ne touchent pas de salaire. Comment est-ce qu'ils vont tenir? Eh bien voilà une mobilisation de femmes qui ne tardent pas. Et qu'est-ce qu'elles font, ces femmes? D'abord, elles s'assurent que tout le monde va avoir quelque chose. Elles partagent le mot dans liberté, égalité, fraternité. On ne dira pas fraternité, on dira solidarité. Et vont se développer dans ce milieu féminin ces femmes qui étaient trieuses quelquefois sur les vous savez, c'était pas un métier drôle ça, parce que arrivaient les chaînes avec les tapis roulants, si on peut l'appeler comme ça, du charbon qui remontait de la mine, et les femmes sortaient les cailloux de là pour avoir un charbon ensuite vendable et utilisable. Ces femmes travaillant ou ne travaillant pas sur la mine, si elles travaillent, elles sont chômeuses, mais elles vont pratiquer entre elles d'abord cette solidarité. Elles se connaissent entre elles et il faut aider les hommes. Comment est-ce qu'on va les nourrir? Et voilà, ces femmes de mineurs qui deviennent à leur tour des mendiants. C'est pas pour elles cette fois, c'est pour une cause qui est une cause patriotique. Le patriotisme recommence à jouer, l'idée de solidarité va jouer, on va aller demander une aide à un commerçant, on va aller jusqu'à la campagne voisine si on ne peut pas trouver une douzaine d'œufs pour faire une galette, une guerre, ou enfin un de ces plats nourrissants pour soutenir les hommes. Et les femmes, comme ça, on dira qu'elles ne sont pas des résistants.
c'est la première forme de résistance. Elles disent dans les campagnes, autour d'elles, dans le Pas-de-Calais, dans le Nord, même jusque dans la Somme, attention, il faut les nourrir, ces hommes, parce qu'ils font quelque chose de très important. Réaction des paysannes. Et vos gosses, qu'est-ce qu'ils font? Ah ben, ils vont à l'école, ben, envoyez-le nous. Votre gamin, mettez-le chez nous, au moins il sera tranquille pendant que vous ferez tout ce travail. Et de la campagne à la ville, des mineurs à la paysanne, qui s'étaient toujours demandé qu'est-ce que c'était que ces mineurs, ces métallurgistes qu'on appelait des rouges, est-ce que c'est des partageux? Eh bien, c'est dans l'autre sens que le partage va se faire. Le vrai partage, c'est qu'une classe paysanne va aider une classe ouvrière. Mais ça se passe partout comme ça. Très rapidement, dans les milieux du centre de la France, on va accueillir dans les campagnes, et nos Cévennes vont être un lieu de refuge pour un certain nombre. Toutes les fermes des Cévennes vont accueillir des républicains espagnols, et c'est les femmes qui s'en occupent. Quand un responsable syndical ou politique est poursuivi par la police française ou pour la police nazie, où est-ce qu'il va? Qu'est-ce qu'il ne va pas aller dormir sous les ponts? Il serait ramassé tout de suite. Il y a une femme qui ouvre la porte, et vous le savez bien, ben, vous qui êtes encore dans un milieu familial la plupart du temps, il est évident que si la femme disait au mari, qu'est-ce que tu m'amènes là, je ne connais pas celui-là, qu'il aille dormir ailleurs, eh bien il n'y aurait pas d'hébergement et l'autre serait arrêté. Or les femmes, elles ouvrent la porte, le gamin, il couchera pas ce qui se passe. Quelques-uns, quelques-unes vont avoir la chance d'écouter dans un préau d'école ou dans une salle de mairie un bulletin d'information qui sera transmis en français par la radio anglaise. Mais c'est tout, on n'en sait pas plus. Si bien, voyez-vous, entre toutes ces femmes, il y aura un sentiment commun. Ce sentiment commun, ça sera la haine de l'envahisseur. On était là, on commençait à plus dire les Boches, on commençait à dire les Allemands, on commençait, parce qu'une nouvelle génération avait grandi, avait appris la langue, et puis voilà que de nouveau, c'est la même langue qui s'impose, beaucoup plus brutalement encore, et qui dépasse ces villes du Nord qui ont été soumises à l'occupant, pour arriver sur la Picardie, la Normandie, à Paris même, avec une morgue extraordinaire. Moi, je me rappelle un des souvenirs qui m'a le plus frappé à ce moment-là. J'étais professeur dans 6 garçons, j'avais mon amphi d'histoire, avec des garçons internes, parce que les familles pensaient que la Bretagne ne serait jamais touchée. Donc, j'avais là un certain nombre de gars internes qui passaient, qu'on était en terminale, c'était les grands garçons que les familles de Paris, du Nord, de l'Est, avaient mis dans ce lycée Jules Simon à Vannes. Et un jour, pendant qu'on faisait pendant le cours, je me rappelle toujours, c'était un cours très difficile, parce que dans ce temps-là, on dessinait les cartes au tableau. C'était le Japon. Alors vous voyez, c'est pas commode, hein? Et puis on entend un grand bruit dans la cour. Évidemment, on se précipite aux fenêtres pour regarder ce qui se passait en bas. C'était pas fait comme ici. Ça fait un peu prison quand même, les Antilles modernes. Ben oui, vous ne pouvez pas voir ce qui se passe dehors. Nous, on voyait bien, mais des fenêtres qui permettaient de regarder. Et qu'est-ce qu'on voit entrer? Des automitrailleuses, des autos blindés, d'autres autos, des sidecars, et sortir de ces autos, les ordonnances qui ouvrent la portière à des officiers qui se tiennent droit comme un nez, et qui s'installent dans cette cour de lycée. Et là, moi, je me rappelle, mon premier sentiment, ça n'a pas été la haine, ça a été une espèce d'incompréhension et de refus. Comment, dans un lieu de culture, dans un lieu où on apprend aux gens ce que c'est que l'évolution d'une société, ce que c'est que la paix qui est due à tous, et l'enseignement et la culture qui est due à tous, voilà qu'arrivent là-dedans des gens qui sont des soldats et qui sont des militaires et qui méprisent. Alors vous voyez, on rejoint, quel que soit son milieu, on se rejoint les unes ou les autres, vagabondes, mendiantes, encore professeurs, encore factrices, parce qu'on ne sait pas où est le mari, encore femmes de pêcheurs, on se rejoint dans l'espèce de stupéfaction et de haine de celui qui vous a mis dans une situation. Alors Hitler, et on recommence à traiter l'ennemi de nazi, de Bosch, on sort tous les mots de son vocabulaire. Mais on veut aussi, alors, à mesure qu'on avance, une espèce de solidarité ne va pas tenir compte du tout
des mélanges sociaux. Il y a des gosses qu'il faut laver, il y a du linge qu'il faut laver, il y a des femmes qu'il faut qu'ils se reposent, il y a des vieilles et des vieux à qui il faut accorder une tasse de café bien chaude, il y a la cafetière sur le coin du feu. On commence à pratiquer inconsciemment, pas tout à fait un hébergement obligatoire, c'est un hébergement, mais qui va de soi. Il faut assurer cette solidarité vers les femmes qui sont toutes au même point. Et puis la guerre, il y a les tués, il y a les blessés, il y a cette invasion dont je viens de vous parler, et en écoutant avec ces postes de radio qu'on appelait la TSF, quelques informations, on avait bricolé pour cet homme nouveau, ce sauveur qu'on attend. Ce sauveur, voilà qu'il est là, c'est le maréchal Pétain, le vainqueur de Verdun. Actuellement, pour vous, ça ne veut plus rien dire, parce que heureusement, c'est loin tout ça. Ça fait 85, 86 ans. Mais c'est un homme, moi j'avais toujours entendu mon père, et vos grands-pères ou vos arrière-grands-pères, on dit aussi le vieux en parlant de lui, parce qu'il avait déjà des cheveux blancs quand il était le vainqueur de Verdun, et c'était considéré comme quelqu'un qui devait venir à bout de cette occupation et rétablir en France. On saura où sont les hommes prisonniers, on saura où a été enterré à la va-vite le fils, le frère ou le mari, on saura quel est le sous-marin qui a coulé, enfin on saura un certain nombre de choses. Alors on essaie d'écouter d'abord cette radio de Vichy comme on disait, et voilà que le maréchal Pétain parle, le sauveur qu'on attend, et à toutes ces femmes dont je répète qu'elles sont des vagabondes et des mendiantes, quelle que soit leur origine sociale, à toutes ces femmes va être lancé le même message. La guerre est finie. La guerre est finie. Et on va retrouver la paix. Je demande la paix, on ne peut plus continuer, je demande l'armistice aux vainqueurs, et il ajoute pour finir, chacun reprendra ensuite sa place au travail et au foyer. Alors, un deuxième sentiment va naître. C'est un sentiment de reconnaissance vis-à-vis de ce deuxième homme qui, en face de l'envahisseur, a réglé les problèmes, ça sera la paix, les prisonniers vont venir, on saura ce qui se passe et on va se réinstaller dans une société normale. Ça, c'est ce qu'on attend, mais il y en a quelques-uns qui ont entendu le lendemain, le 18 juin, ce qu'on a appelé l'appel de Londres, l'appel du général de Gaulle, personne ne sait qui c'est. Il y a quand même un journal français, le Dauphiné, en Isère, qui a publié le texte d'appel du général de Gaulle et son discours. C'était la première fois qu'il parlait à la radio de Londres, et Churchill l'avait invité. Et qu'est-ce qu'il dit lui qui est envoyé pour faire le lien, il était déjà envoyé avant que Pétain arrive, le lien entre les deux états-majors français et anglais. Voilà que ce général de Gaulle, au lieu d'annoncer aux Anglais que la France retirait ses billes et que pour elle la guerre était finie, voilà qu'il dit la guerre n'est pas finie. La France et l'Angleterre ont à elles deux la flotte la plus importante du monde, l'empire colonial le plus grand, dont la guerre n'est pas finie et il faut la continuer. La France, l'armée française est prisonnière, alors je propose qu'une nouvelle armée naisse, des forces françaises libres. On aura une France libre. Et comme on est encore dans cette société traditionnelle où c'est les hommes qui font la guerre, et c'est pour ça que les hommes qui font la guerre et qui défendent donc le territoire national ont le droit de le gérer ensuite. Vous savez bien, vous avez appris ça avec la Révolution française. Donc, il va convoquer les hommes. Je demande, voilà un général qui n'ordonne plus comme au temps de la mobilisation, je demande aux hommes en âge de se battre de me rejoindre, de se battre ou de savoir se servir et réparer les instruments de guerre, de me rejoindre. Il est peu entendu ce message. Il se trouve que dans mon lycée, on était, le proviseur et moi, on avait décidé de rester le soir auprès de ces grands garçons. Ils crânaient un peu, mais ils avaient quand même un peu le cafard. Ils ne savaient pas du tout ce qu'était devenu leur famille. Il n'y avait pas le téléphone comme maintenant. Ils entendent ça, puis on leur dit bonsoir, ils vont se coucher. Et le lendemain, j'arrive au lycée, catastrophe, le proviseur me dit, il y en a 9 qui ont fait le mur. Ils sont partis. 9 grands garçons qui avaient 18, 19 ans,
avait fait le mur et était parti à Lorient, à Douarnenez, je rejoins des pêcheurs, barques à voile des fois, barques à moteur aussi, et pour rejoindre, alors quelquefois c'était un tonnier, alors ça partait sur Casablanca, sur le Maroc, d'autres fois ils tournaient ouessant et ils se retrouvaient dans la Manche, ils allaient en Angleterre. Deux de ces élèves ont sauté sur des mines dans leur petit bateau, et puis les autres, j'en ai retrouvé plus tard après. Alors vous voyez, c'était encore une guerre d'hommes. Déjà, il y avait pourtant eu ce mélange social dont je vous parlais, mais la résistance va de nouveau faire une autre société. Pourquoi une autre société? Parce que dès le départ, même si c'est le vainqueur, même s'il y a encore ce prestige extraordinaire du maréchal Pétain, à ce moment-là, une société officielle, si je peux dire, va naître. C'est la société de la collaboration. Elle a commencé avec le fameux, comment ça s'appelle, l'Assemblée nationale qui donne à Pétain les pleins pouvoirs pour modifier la Constitution. Elle a commencé avec les premières mesures contre les étrangers, contre les juifs, et elle continue ensuite par les accords de Montoire qui établissent la collaboration. Société officielle qui s'organise dans un système de collaboration avec cette Allemagne nazie qui reste présente sur toute une partie de la France. La Beaufort ne peut pas éparpiller ses soldats partout, et le maréchal Pétain inspire la confiance. Une ligne de démarcation va séparer la France en deux. Il y a d'autres morceaux aussi, elle est bien morcelée cette France à ce moment-là, et deux régimes s'installent. Une force officielle, collaboratrice, avec ses classes sociales. Et ces classes sociales, c'est ceux qui sont au service du gouvernement. Et puis la masse des gens. Dans cette masse des gens, il y a une majorité féminine. Il y a encore 1 800 000 prisonniers de guerre. Et ces femmes, elles retrouvent exactement, pensent-elles, les conditions qu'elles avaient pendant la guerre elle-même. Même l'armistice étant signé. Oui, les conditions, sauf qu'elles sont un peu aggravées. Par exemple, le mari n'est pas là, il est prisonnier depuis longtemps. Les mois vont passer, le compte en banque, les femmes n'ont pas le droit d'avoir un carnet de chèques sans l'autorisation du mari. Et c'est probablement la seule chose que Pétain fait en direction des femmes, c'est qu'il a autorisé les femmes de prisonniers à avoir un carnet de banque pour pouvoir toucher l'argent qui était là et pour pouvoir ensuite recevoir un salaire. Des conditions de vie difficiles parce que la fermière, on va venir comptabiliser ses vaches, ses veaux, ses cochons, le blé qui est déjà ramassé. Le fils est mobilisé ou prisonnier. Comment est-ce qu'elle va faire? Il faut qu'elle, pour la première fois, qu'elle monte sur un tracteur. Il n'y en avait pas encore partout, mais il faut apprendre. Et puis il faut apprendre à faucher, il faut apprendre. Les vendanges vont se faire aussi avec des milieux féminins uniquement. Et puis en ville, elles vont se retrouver, elles aussi, malgré les décrets de Pétain qui disent que les femmes doivent de moins en moins être dans la production, elles doivent être d'abord des mères de famille, des bonnes femmes d'intérieur, des mères de famille. Certaines sont bien obligées de travailler. Elles travaillent avec des salaires qui leur sont imposés, dans des conditions très difficiles, mais elles s'aperçoivent petit à petit qu'elles sont dans une sorte d'esclavage. Pourquoi? Parce qu'à côté du travail professionnel qu'elles vont faire, va s'ajouter leurs soucis familiaux, les soucis économiques, parce que l'Allemagne est en train de rationner et de prendre toutes les ressources économiques et surtout les ressources alimentaires, si bien que la pauvreté, l'indigence de l'alimentation oblige à des rationnements qui met les femmes en position en plus de s'occuper des problèmes de ravitaillement. On ne peut pas envoyer un gosse à l'épicerie, il faut aller voir s'il y a la queue, si un certain ticket est sorti ce jour-là. Enfin, c'est des choses qu'on vous a sans doute racontées, que vous connaissez. Et ces femmes vont de nouveau être dans un climat où elles vont être les mêmes qui se retrouveront à la Croix-Rouge pour faire un colis pour les prisonniers de guerre, et les mêmes qui vont considérer, tiens, c'est curieux, le voisin, il n'est plus là. Ah ben oui, c'était un responsable syndical, la police l'a arrêté. La police de Vichy l'a arrêté. Un autre, tiens, tel professeur, on ne le voit plus au lycée.
Ah ben oui, il a été arrêté parce qu'il est d'origine étrangère, naturalisé il y a peu de temps, d'origine étrangère. Il faut avoir 2 parents nés en France pour pouvoir continuer d'enseigner. Dans un autre endroit, tiens, il y a la femme qui était derrière le guichet des postes, elle n'est plus là, voilà une fonctionnaire en moins. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Ah, mais vous ne savez pas qu'elle s'appelait Madame Meyer et que la fonction publique est interdite aux Juifs? Moi, j'ai vu dans le lycée où j'enseignais à Lyon, ensuite, lycée de filles, bien entendu, on avait retrouvé les vieilles traditions, les filles chez les filles, les garçons chez les garçons. La directrice, qui s'appelait Madame Brunswick, rentre un jour, pendant cette grande récréation de la demi-journée où les professeurs se retrouvent dans la salle des profs, et où elle dit, mesdames, je viens vous faire mes adieux. Ah bon, et pourquoi, madame? Eh bien, parce que je m'en vais. Pourquoi? Je suis révoquée. Et pourquoi vous êtes révoquée? Parce que l'État a interdit la fonction publique aux Juifs. Bon, alors on m'a demandé, dans des termes quand même relativement vagues, de faire une espèce d'exposé sur la modification du climat de la société, particulièrement des femmes, après la libération, après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, comme je suis un ancien prof, je fais ça évidemment en faisant un petit plan que j'ai conçu de la manière suivante, très rapidement, quelle était la société d'avant 1939, deuxièmement, en m'étendant beaucoup plus longuement sur le rôle des femmes pendant la résistance, et puis troisièmement, dans une troisième partie que vous connaissez bien puisque vous la vivez, vos parents l'ont vécue aussi, la vivent encore bien sûr maintenant, comment la société s'est transformée encore une fois après la fin de cette guerre. Alors si on commence entre les deux guerres, vous savez que entre l'armistice de 1918 et le début de la Deuxième Guerre mondiale, il y a 22 ans. C'est dire que on est né, moi je suis né avant la guerre, j'ai 90 ans, figurez-vous, même 7 mois de plus. Je suis né en 1912. Et mon père était un des combattants de la Première Guerre mondiale. Ma génération a donc grandi, vécu, étudié, commencé sa vie professionnelle entre les deux guerres. Et comment était la société? C'était encore une société très traditionnelle. Pour vous qui êtes des étudiantes et des étudiants d'histoire, vous savez bien ça, puisque le 19e siècle est probablement à votre programme, société très traditionnelle, avec la division très nette entre les campagnes et la ville, et la division très nette entre les classes sociales. Et bien entendu, dans cette société traditionnelle, les femmes vivaient encore selon un mode traditionnel. Il y a une première chose qu'il faut que je vous dise, c'est qu'en France, ce n'est pas les problèmes politiques, les problèmes civiques qui ont tellement intéressé les femmes. Moi, jeune étudiante, mes profs et les femmes d'une société déjà cultivée en ville, en Sorbonne, j'étais en Sorbonne à ce moment-là. Ce qui a intéressé les femmes à ce moment-là, c'est pas comme en Angleterre les suffragettes, qui ont obtenu même avant 1914, avant la Première Guerre mondiale, le droit d'être électrices et éligibles. C'était les problèmes syndicaux, des problèmes de société déjà, parce que les femmes, pendant la Première Guerre mondiale, avaient remplacé les hommes dans les usines, avaient acquis déjà une certaine notoriété dans le travail, et la paix est revenue. Elles ont continué, beaucoup ont continué d'abord de guerre, etc., puis le développement de la société, la crise de 1929, elles ont tenu leur place dans les syndicats. C'est là qu'on les voit les premières, avant la guerre, dans les syndicats en train de se battre, pas seulement pour les salaires, mais pour les conditions de travail, pour les conditions de logement et pour la protection de l'enfance. C'était à peu près comme ça que ça se passait. Bon, ceci étant dit, rapidement, elles ont quand même été sensibilisées aux problèmes de l'Europe déjà, parce que dès 1922, déjà même avant, tout de suite après la fin de la guerre, on a vu arriver dans certaines régions de France, dans le nord par exemple, une première immigration économique, qui était l'immigration polonaise, avec des gens auxquels il fallait s'habituer, qui venaient d'un autre pays, qui avaient à peu près la même religion catholique que l'ensemble des gens d'ici, mais qui avaient d'autres modes de vie, qui avaient une autre culture, et qui étaient au boulot de la même manière que les Français.
Et puis sont arrivés ensuite les Italiens. Les Italiens, alors eux, c'était aussi un peu une immigration économique, mais c'était lié à une immigration politique. Si bien que pour une certaine société, ces Italiens qui arrivaient, en dehors de ceux qui venaient pour trouver du travail, il y avait des journalistes, il y avait des enseignants, il y avait des libraires. L'un d'eux célèbre s'appelait Trentini, il est devenu la grande librairie Trentin de Toulouse, parce qu'on a commencé à ce moment-là déjà à voir ce que c'était qu'une émigration qui était forcée et qui ne donnait pas obligatoirement un travail dès qu'on arrivait, mais qui était déjà liée à une idée de solidarité. Et puis sont arrivés ensuite les Allemands, antifascistes ou d'origine juive, et puis un certain nombre de ces pays d'Europe centrale que l'Allemagne nazie avait annexés. Et finalement, c'est l'Espagne. Alors on est là. Les femmes, on voit bien qu'il y a une société qui est différente. Il y a le fascisme en Italie, le nazisme en Allemagne, et puis le franco en Espagne. Et c'est dans cette atmosphère où les luttes antifascistes commencent à se développer, parce que la France est soumise évidemment à une active propagande de la part des pays qui nous entourent, comme une espèce de tenaille. Les femmes commencent à se rendre compte qu'il y a des gens qui sont malheureux à cause de leurs idées, et pas simplement à cause du chômage. Et c'est dans cet état d'esprit qu'arrive la Deuxième Guerre mondiale. Je ne vous fais pas l'injure de vous rappeler que c'est le 3 septembre 1939 que la France et l'Angleterre ont déclaré la guerre à l'Allemagne nazie parce qu'elle avait rompu le pacte signé un peu brutalement à Munich et qui devait maintenir l'intégrité de la Pologne. Quand une guerre éclate dans un pays démocratique, il se passe immédiatement un phénomène, les hommes sont mobilisés, c'est une obligation. Les hommes sont mobilisés, qui dans des casernes, qui dans des ports, qui dans des terrains d'aviation, qui dans des usines spécialisées ou dans des endroits dont la production industrielle dépend, tels que les mines du Nord par exemple, tels que le travail du fer dans la Lorraine et dans le Nord. Qu'est-ce qui va se passer? C'est le premier aspect d'une société disloquée encore beaucoup plus qu'en 1914-18, parce que cette mobilisation obligatoire, il faut y aller, elle va se faire dans un contexte social différent où les femmes ont déjà pris une certaine place dans la société avec des gains surtout, elles n'ont pas encore le salaire égal, elles ont encore les gens des villes, les classes sociales aisées des villes vont chercher leur petite bonne en Bretagne ou dans le Massif central, et il y a des gains quand même dans le monde intellectuel. On peut devenir médecin, on peut devenir avocat, on peut devenir professeur. Il y a quelques choses qui commencent à être acquises. Mais cette mobilisation va faire comme dans tous les pays démocratiques où les hommes partent. Bien entendu, ce n'est pas ceux qui ont 15 ans ni ceux qui en ont 60 qui partent. Ce sont les jeunes, c'est ceux qui ont entre 40 et qui ont entre 20 et 40 ans, 21 et 40, 45 ans maximum. C'est-à-dire des forces vives de la France. Certains qui ont le même âge restent donc sur les lieux de production indispensables à la guerre. Puis les autres partent. Quand ces hommes partent, la société commence à être disloquée parce que les femmes doivent les remplacer. Moi, j'ai un exemple personnel qui est le mien. J'étais déjà professeur à ce moment-là d'histoire, et bien dans un lycée de filles, puisque le lycée de filles et le lycée de garçons étaient séparés, on me nomme à Vannes, Morbihan, dans un lycée de garçons où jamais était entré un professeur femme, parce que l'un des professeurs était mobilisé. Je vais donc enseigner là. De la même manière, on va voir certaines femmes qui ont leur diplôme de médecin avoir accès, recevoir une clientèle plus importante. Dans l'épicerie, à tous les niveaux, les femmes doivent remplacer l'homme mobilisé. Sur le domaine économique, c'est net. C'est net et elles vont être pas mobilisées, c'est pas obligatoire, mais c'est une factrice au lieu d'un facteur, c'est des employés avec 2 E au lieu d'être des employés avec un seul E à la fin dans les ministères, dans les services publics, dans les administrations. Et puis, elles vont devenir chefs de famille. Alors que la société d'avant 1919 donnait tous les droits
il y avait encore le code Napoléon, et les femmes étaient donc liées, à partir du moment où elles se mariaient, c'était d'ailleurs l'ambition des femmes, un, trouver un mari, deux, avoir des enfants. À partir de ce moment-là, on était considérés dans la société. Et ça va être leur rôle. Un emploi obligatoire pour remplacer les hommes et devenir chef de famille, ce qui n'est pas évident quand on n'a pas eu l'autorité parentale à ce moment-là. Mais ce qu'il y a d'assez curieux, c'est qu'elles vont très rapidement être concernées plus que pendant la Première Guerre mondiale. Je dis plus encore que je suis dans le Nord et que le Nord a connu l'occupation de l'Allemagne impériale en 1917-1918. Mais tout de même, cette guerre, elle se développe, on considère tranquillement. Mais pensez quand même qu'entre septembre 1939 et début juillet, fin juin, début juillet 40, il y a eu 100 000 tués dans l'armée française. C'est quand même un chiffre. Ensuite, il y a les prisonniers. Ensuite, il y a l'invasion. Et l'invasion entraîne donc dans la société quelque chose de différent. Voilà que cette société qui est déjà différente de celle en temps de paix va se trouver encore beaucoup plus malmenée parce que, à cause de cette invasion qu'on a connue dans le Nord, à cause des brutalités qui ont eu lieu et qui ont été agrandies en plus et puis qui sont devenues une espèce de saga à travers les 20 années qui précèdent cette Deuxième Guerre mondiale, à cause de ça, ça va être l'exode. Les femmes vont quitter. Qu'est-ce qui quitte leur domicile? Ben, les femmes de mobiliser. Elles emmènent la belle-mère, elles emmènent le beau-père, elles emmènent les parents, et puis les gosses. Elles se trouvent chefs de famille, elles sont donc dans cette tranche de vie entre 20, 21, 40, 45 ans, elles ont avec elles des enfants. Elles partent. La femme de ménage, elle part par le même train que l'épouse du notaire, ou que l'épouse du médecin, ou qu'une secrétaire de la préfecture. Elles se trouvent déjà liées par quelque chose qui dépasse la conscience de classe. Elles sont ensemble des vagabondes qui s'en vont parce qu'il faut fuir, et qui fuient avec un tout petit bagage, bien entendu. Elles emportent avec elles un petit sac, les gosses, un change, comme on disait, un change que vous n'imaginez pas, les jeunes, quand c'était différent, celles qui avaient un bébé sur les bras, il n'y avait pas de sac en plastique à ce moment-là, il n'y avait pas de couche jetable qu'on allait chercher dans les grandes surfaces, il n'y a pas de grandes surfaces d'ailleurs. Il y avait le matériel qu'il fallait laver, qu'il fallait repasser et qui servait à emmailloter le bébé, à le laisser propre. Il n'y avait pas non plus de biberon tout fait, il n'y avait pas de lait en poudre. Vous voyez, toute une vie différente où qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, on est soumis aux mêmes contraintes. On devient des vagabonds. Les femmes vont fuir le plus loin possible, elles vont dépasser la Seine et puis elles vont dépasser la Loire ensuite. Il y a très peu de femmes en voiture. Il y a des paysannes qui vont partir avec un cheval et puis une voiture, mais l'essentiel, c'est celles qui voyagent en train et qui arrivent sur les quais de gare. Elles ont faim, les gosses crient, il n'y a rien à manger, il n'y a rien à boire. La Croix-Rouge a installé des tréteaux et là-dessus, il y a les grandes marmites de soupe, il y a aussi les marmites de lait, il y a aussi quelques cotons, quelque chose pour essayer de rendre un petit peu plus propre les bébés. Et femmes de notaire, femmes de ménage, elles sont des mendiantes. Elles ont le même bol pour boire la soupe qu'on va leur donner, et le soir, où vont-elles coucher? Eh bien, le soir, les matelas vont être installés dans les salles municipales. Quelquefois, c'est un internat qui va servir. Quelquefois, elles sont reçues par d'autres femmes qui comprennent à ce moment-là quelle est la misère de celles qui partent. Et quelles c'est celles qui comprennent? C'est celles qui sont à la campagne, au sud de la Seine, au sud de la Loire même, et qui vont recueillir chez elles une partie de ces vagabondes et de ces mendiantes. Mais dans leur vie en commun, elles ne savent pas ce qui se passe. Elles sont sur les routes, elles sont sur les quais de gare, elles sont hébergées en groupe. Comment sauraient-elles ce qui se passe? Ça, c'est un des mots-clés de la résistance. Il n'y a pas d'information. Quand on n'a pas d'information, quand on ne sait pas ce qui se passe, on est aveugle et on est manchot, on est même si j'ose dire, on ne peut pas marcher, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on va devenir. Pas d'information, une seule radio qui commence à fonctionner sous les ordres de l'envahisseur, qui a quelques relais en province, où il n'y a pas de transistor, il n'y a pas de radio libre, tous les journaux d'opposition sont supprimés,
et les journaux qui sont contre le nazisme et contre l'occupant, souvent se sont sabordés. Donc on ne sait rien.